La dernière session de ce soir, vous avez une chance folle. Vous allez assister à la conférence gesticulée de Mathieu Delmet. Il va vous parler de sécurité sociale de l'alimentation d'une manière totalement différente et tellement agréable. Bonsoir Paris! Ça va? Eh ben, bienvenue à la séance de rattrapage. Hein, là, c'est pour ceux qui n'ont pas compris de toute la journée. On va reprendre les bases. Le cadre, il est posé, il est là. Hein, c'est celui de pouvoir discuter de sécurité sociale de l'alimentation. Merci à celles et ceux qui ont posé, qui ont construit ce cadre, ce colloque, et qui nous permettent de nous réunir ce soir pour discuter d'un objet politique extrêmement puissant. Depuis quand on mange dans des assiettes, à votre avis? L'Antiquité? Louis XIV? Depuis le début de la sédentarisation des sociétés, la fin de la préhistoire, on va retrouver un objet de ce type-là, en bois, en poterie, en ferraille, après en faïence, individuel, un objet individuel dans lequel on va se servir pour poser la nourriture et pour manger, mais ça s'appelait plutôt l'écuelle. Ça va évoluer au fil du temps, et puis à un moment donné, sans aucune évolution, ça va se mettre à s'appeler l'assiette. Et ça, c'est la cour de Louis XIV qui va faire cette petite dénomination-là, qui va changer le nom de l'objet avec lequel on mange tous les jours. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Qu'est-ce qui a pu motiver la cour de Louis XIV d'appeler ça une assiette? Alors, il y a l'idée d'assise. Ouais, c'est pas fait pour s'asseoir, ce truc-là, on est d'accord? Donc pourquoi assise? On mange assis, mais ça n'a pas changé. On mangeait déjà assis avant. Donc qu'est-ce qu'ils ont voulu marquer? Non. L'idée d'appeler ça une assiette, c'est de renommer cet objet du nom de sa fonction. Et sa fonction, c'est pas de tenir la nourriture. Pour ça, on a plein de choses. On a l'écuelle déjà. On peut manger dans le plat, on peut manger sur une tranche de pain, on peut manger sur un trou creusé dans la table. Bref, on peut manger de plein de façons différentes. Sa fonction, à cet objet-là, pour la cour de Louis XIV, ça va être de marquer les places assises à table. Une assiette, c'est un accès à la table, à la nourriture, au fait de pouvoir manger avec les autres qui sont prévus autour de la table. Et pourquoi la cour de Louis XIV, elle va faire cette dénomination typiquement française, qu'on n'entend pas dans les autres langues? Parce qu'on est à cette époque qui s'appelle l'accumulation primitive du capital, qui va lancer le capitalisme, et où du coup la bourgeoisie, elle s'enrichit, elle devient capable de rivaliser avec la noblesse dans sa capacité d'organiser des événements mondains. Et jusque-là, la noblesse, elle était entre elles, tranquille, pépère. Il y avait des piles d'écuelles dans un coin, et puis chacun venait, se servait et s'asseyait où il voulait. Là, la bourgeoisie s'invite, et pour la noblesse, elle ne peut pas y faire grand-chose, ils sont là, ils ont les sous, ils peuvent organiser ce type d'événement, et ainsi de suite. Mais par contre, pour la noblesse, hors de question que la bourgeoisie s'invite à sa table. Parce que manger ensemble, d'un point de vue anthropologique, ça signifie être égaux.
se concevoir comme co-citoyens capables de construire ensemble le monde de demain. Et donc, ça nous vient de loin. Hein. Chez les Grecs, par exemple, qu'on dit comme inventeurs de la démocratie, même si ça concernait que les hommes libres à l'époque, il y avait interdiction, si on voulait être citoyen, si on voulait avoir droit de vote dans la cité, interdiction de manger chez soi seul le soir. Être citoyen, c'était faire table commune, manger avec les autres. On retrouve cette tradition dans les banquets gaulois, dans les banquets romains, à la Révolution française. On va faire la Révolution en dressant des tables le soir dans les rues et en discutant de la suite des événements. Et donc, pour la noblesse, hors de question que la bourgeoisie vienne s'installer. Elle va transformer la façon d'organiser le repas en dressant la table avec les assiettes et en renommant ce terme-là pour dire, l'idée c'est bien de marquer qui a accès à l'alimentation et qui va en être exclu, qui a accès au pouvoir et à ce qui décide et qui en est exclu. Et donc moi, je vais utiliser cet objet dans cette conférence gesticulée pour symboliser ce qu'on appelle la fonction politique de l'alimentation, hein, le pouvoir qu'il y a derrière le fait de décider de qui mange quoi, qui a accès à quoi, qu'est-ce qu'on va produire, qui sera accessible à qui, à quoi, comment, le pouvoir que ça a sur le fait de structurer notre société. Et quand je dis que c'est un pouvoir puissant, ça nous vient de ce bouquin-là, hein, cette anecdote sur l'assiette, une histoire politique de l'alimentation de Paul Ariès, où dans ce livre sur globalement hein, comment on mange depuis la préhistoire à nos jours, lui il dit l'alimentation c'est le premier domaine qui va permettre de construire de la hiérarchie sociale. C'est par l'alimentation en premier qu'on va diviser la société entre des puissants et des exploités, ceux qui auront la main sur les résultats de la chasse, de la pêche et de la cueillette, et ceux qui, au début, auront les restes, puis après, ils n'auront plus rien, et ils devront aller ouvrir la terre, devenir paysannes, paysans pour pouvoir se nourrir. C'est tellement important que, par exemple, chez les Égyptiens, c'est le même hiéroglyphe qui signifie manger que celui qui signifie parler. Montrer à quel point ce qu'on met sur notre table, dans son assiette, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de montrer quelle est notre place dans la société. Moi, ce truc-là, la fonction politique de l'alimentation, j'ai découvert ça il y a 10 ans maintenant, 10 ans à peu près jour pour jour. Avant, j'en avais jamais entendu parler. En même temps, j'avais fait une formation qui a absolument rien à voir avec les questions d'alimentation. Hein. Puisque moi, à la base, j'ai une formation d'agronome. Moi, mon rôle, c'est de m'occuper de la production des denrées agricoles, de la production des denrées alimentaires, mais en aucun cas de me poser la question de qu'est-ce que les gens ont envie de manger. C'est pas du tout mon métier. Moi, je me définissais plutôt comme un agronome militant pour une forme d'agriculture un peu plus paysanne, agroécologique, biologique. Exemple de tous ces pesticides et autres qui vont nous détruire. En école d'agro, j'avais plutôt été formé comme ça, à devenir un cadre de l'agro-industrie. Je vais commencer par beaucoup me rebeller contre ces formations, contre la présence de l'agro-industrie dans ces formations. Je vais refuser mon diplôme d'ingénieur agronome pour marquer qu'il y a un problème avec tout ça. Je vais m'engager dans une association qui s'appelle Ingénieurs sans frontières pour essayer d'organiser la lutte des étudiants dans ces écoles et en même temps de dire qu'on veut être formé autrement, qu'on veut servir une forme de démocratie dans la technique. Et je vais prendre une baffe. Je vais prendre une baffe, là. Il y a 10 ans maintenant, quand je vais découvrir ça. Et là, je vais arrêter de me présenter comme quelqu'un qui est engagé pour une autre forme d'agriculture. Et je vais me mettre à défendre des politiques qui visent une forme de démocratie dans notre alimentation, qui visent l'accès de toutes et tous à une alimentation de qualité. Et l'idée de cette conférence gesticulée ce soir, c'est de vous partager comment je suis passé de là à là, et comment ça va m'amener à proposer ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, qui est l'objet de ce colloque des 2 jours, que je vais lancer dans Ingénieurs sans frontières pour partager et construire ce projet avec d'autres organisations, et puis après, je vais proposer de lancer ce collectif pour essayer de travailler ensemble à faire avancer tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'une conférence gesticulée pour partager tout ça? Ça ne veut pas dire que je vais gesticuler pendant tout le long. Hein. L'idée de ce terme, c'est de poser une oxymore,
mettre en relief à la fois le terme conférence, le fait que c'est du savoir scientifique, et j'insiste sur le fait que c'est pas moi qui ai compris tout ça tout seul, c'est d'abord des organisations dans lesquelles je vais travailler, dans lesquelles je vais adhérer, qui permettent de construire un regard sur l'état des lieux de notre système agricole alimentaire. Et le côté gesticulé, moi le terme qui me parle plus, c'est le côté incarné. Je veux dire aussi qui je suis, comment j'ai eu accès à tout ça, pourquoi ça a fait sens pour moi en tant qu'agronome. Et toute cette réflexion, pour moi, elle s'inscrit dans le cadre du syndicalisme. Il y avait un thème ce matin sur ces questions. Du syndicalisme au sens de la charte d'Amiens, qui définit 2 besognes: défendre les conditions matérielles des travailleurs, ce que j'ai pu faire en étant délégué du personnel et autres, et aussi travailler à l'expropriation capitaliste, réfléchir à comment notre métier peut être au service de la société et de l'ensemble de la population. C'est vraiment dans ce cadre-là, de la 2e besogne du syndicalisme, telle qu'elle est définie, que s'inscrit, moi, mon point de vue, d'où je vous parle aujourd'hui. Et c'est important de le dire aussi dans ce lieu. Une conférence gesticulée, ça se veut d'éducation populaire. L'idée, c'est bien de se comprendre et de prendre le temps pour ça. Donc, si à un moment donné, vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à lever la main ou autre. Et puis, si vous avez envie d'échanger, de rajouter des choses, de préciser, on aura le temps aussi à la fin de le faire pour pouvoir avancer comme ça. Et quand on fait une conférence gesticulée, on a le droit d'avoir avec soi sur scène des outils qui nous rassurent. Et puis j'ai pris aussi mon CD préféré. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Dépasser chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas de grand soir, mais juste à manger et à boire. Un peu de pain et de chaleur dans les restos du cœur. Bon, c'est pas la grosse ambiance ce soir. Vous savez, il y en a qui savent pas trop s'ils ont le droit de chanter ou pas. Moi, ça m'a mis des étoiles dans les yeux, ce truc-là. Ces chansons qu'on connaît déjà, ces artistes qui s'engagent. Et puis, en plus, Coluche, il avait demandé à Goldman de faire un tube, un truc qui rentre bien dans la tête. Et puis peut-être qu'ils disent pas n'importe quoi. Peut-être qu'on n'a plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid et qu'on pourrait s'organiser autrement. Et peut-être aussi que tous les bénévoles qui sont derrière, les Restos du Cœur et l'aide alimentaire en général, ils participent activement à lutter contre la précarité alimentaire, contre le fait que des gens aient faim. Moi, je viens d'un milieu plutôt populaire. J'ai pas les capitaux culturels, comme on dit, j'ai pas la connaissance pour comprendre ce que c'est qu'une forme de charité institutionnalisée et tout ce que ça peut engendrer. Et je vais être très réceptif à ce type de message, et je pense que c'est pas pour rien sur ce que je fais aujourd'hui et sur la façon dont ça va construire un truc de voilà, c'est pas normal que des gens aient faim. Et à côté de ça, pour moi, ça se passe bien à l'école, contrairement au reste de ma famille. Et donc on me dit, tu peux aller au lycée, tu peux faire une classe prépa, tu peux aller en école d'ingénieur. Et donc j'avance comme ça, et pas mal de profs aussi dans les années 2000 qui nous disent quand même notre maison brûle et nous regardons ailleurs, des choses à faire de ce côté-là. Ça va me donner envie de m'intéresser aux questions environnementales, d'ailleurs en prépa bio. Et là, ça ouvre aux écoles d'agronomie. Moi, j'ai beaucoup de familles dans le monde agricole. Et je me suis dit, il y a des enjeux quand même intéressants là-dedans. Et c'est comme ça que j'arrive à Montpellier Supagro, école d'ingénieur en agronomie, en septembre 2008, avec ces 2 questions en tête, Comment on peut nourrir le monde, sortir de la faim, et puis comment on peut transformer notre système de production pour répondre un peu plus à tous les enjeux écologiques, sociaux qu'il y a derrière la production agricole alimentaire. La réponse à la première question, comment nourrir le monde, je vais la voir très vite en école d'agro. Vous voyez comment on fait? C'est quoi nos joujoux en tant qu'ingénieurs pour nourrir le monde? Des OGM. Alors, s'il vous plaît, on est quand même entre personnes responsables ce soir, on ne dit pas de gros mots, d'accord? Nous, on fait de la génétique, ok? Pas des OGM. La génétique, ça s'écrit à peu près comme ça.
Mais on le dit pas, hein, on le dit pas. On a même des cours pour apprendre à faire des OGM, mais en contournant les techniques qui sont labellisées OGM. Du coup, on n'est pas obligé d'appeler ça des OGM. Hein, donc on peut en vendre aux consommateurs qui rechignent à manger des OGM. Hein. Ouais, quoi d'autre? Du Roundup, hein, des pesticides, ouais. Herbicides. Des engrais, ouais. Comment? Ouais, alors, tout ce qui va être pesticides, engrais, tracteurs et ainsi de suite, c'est vraiment le développement de l'agriculture industrielle à partir des années 60. Et nous, là, voilà, 21e siècle, hein, fin des années 2000, on a tout ça qui est là, mais on a aussi qui vont se rajouter tout ce qui va être transformation génétique, ferme connectée et numérisation de l'agriculture. Je vais appeler ça le numérique. Et puis, qu'est-ce qui va se mettre à remplacer? On est passé de 5-6 millions de paysannes et de paysans à la sortie de la guerre à moins de 400 000 aujourd'hui, mais l'idée c'est de viser 150 000 agromanagers, hein, et on va les remplacer par quoi, tous ces gens-là? Par des robots. Hein, et on est vraiment, fin des années 2000, au début du lancement de la robotique dans le monde agricole. Moi, je vais très vite faire un pas de côté par rapport à ce truc-là. Et je ne suis pas tout seul. On est à peu près une vingtaine par promo, sur des promos de 120, à se former, à s'informer autrement. Et avancer avec des étudiants, avec des profs, avec le monde extérieur. Et en début d'année, il y a un festival qui s'appelle Alimentaire, TE2RE, et un festival de films. Et eux, ils ont une solution complètement différente à la question de comment nourrir le monde. Ils disent pas il faut produire et on a besoin de tout ça. Eux, ils disent, si on veut supprimer la faim dans le monde, c'est très simple, il suffit de mettre en place un projet de souveraineté alimentaire. Alors, je précise un peu en ce moment, ce n'est pas la politique actuelle du gouvernement. Alors parce qu'ils ont renommé le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, pour autant ce qu'ils font n'a rien à voir avec ce projet tel qu'il est porté en 96 à l'ONU par la Via Campesina, syndicat international de paysannes et de paysans, qui va dire si on veut sortir de la faim dans le monde, il suffit de mettre en place des politiques agricoles et alimentaires protectionnistes, arrêtées avec l'OMC, arrêtées avec le libre-échange sur les questions des produits agricoles et alimentaires. Pourquoi c'est la réponse du monde paysan organisé à l'échelle internationale à la question de la faim dans le monde? Et parce qu'à l'époque, ça n'a pas vraiment changé. On a 1 milliard de personnes qui ont faim. On est 7 milliards sur Terre. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Et on produit pour nourrir. Moi, j'utilise un chiffre d'Olivier de Scuter, qui est rapporteur aux Nations Unies sur les questions d'agriculture, d'alimentation, et qui est d'accord aussi avec Marc Dufumier, un professeur émérite d'AgroParisTech. Les deux sont pour dire on produit pour nourrir aujourd'hui 12 à 13 milliards d'individus. Donc on n'a pas du tout besoin de tout ça, on n'a pas du tout besoin de continuer la fuite en avant technologique pour produire plus. On produit largement assez. Et pourquoi il y en a qui ont faim malgré tout? C'est un problème de pauvreté. Donc ils ne peuvent pas s'acheter l'alimentation. Et qui est-ce? Exclusivement dans les années 2000 et encore majoritairement aujourd'hui, ce sont d'abord des paysans et des paysannes des pays du Sud, mais pas que, plus que, qui produisent sur des petites agricultures peu mécanisées, peu industrialisées, et qui se retrouvent par le marché international en concurrence avec des produits qui arrivent sur leurs étables, là, sur leur marché, moins chers. Et les gens, localement, ils vont vers le moins cher pour tout un tas de bonnes raisons, parce que ça leur permet de payer des dépenses de santé, de payer des études pour leurs enfants, une maison. Et du coup, la paysannerie de ces pays-là, elle est en train de crever la gueule ouverte, elle est plus du tout rentable, elle arrête. Il lui arrive la même chose qu'à nos paysans chez nous, quand on a éradiqué avec l'industrialisation de l'agriculture, sauf que chez nous, quand on ne pouvait pas reprendre la ferme, quand on devait arrêter, on pouvait aller à l'usine. Là, il n'y a pas l'usine à côté, donc ils n'ont aucune solution, ils crèvent de faim. Donc la Via Campesina qui dit on arrête cette mise en concurrence déloyale, on permet au pays de bloquer l'entrée des produits à un niveau rémunérateur pour ces populations, paf, plus de problème de faim dans le monde. Moi, ça va être extrêmement structurant, cette vision-là. Et
et même parfois un peu trop. C'est-à-dire que pour moi, c'est réglé. La question de la faim dans le monde, en fait, c'est réglé, et je vais plus du tout regarder l'ensemble de la chaîne alimentaire, hein, de la production à la distribution, comme 99,999% du monde agricole, hein, des agronomes, à part peut-être Jean-Claude Balbo à partir de 2010. Je vais m'intéresser uniquement à la question de la production, hein, de dire c'est quoi les enjeux qu'il y a derrière la production, et moi, ce qui va m'intéresser, vraiment la question, c'est surtout comment on peut passer de là à là, hein. Et pour les questions de faim dans le monde, c'est une question d'organisation des marchés internationaux. Comment on peut faire cette transition agricole? Fin des années 2000, c'est super, on a une fable magnifique, hein, on a la solution. Il y a un truc là qui nous dit, mais si on veut s'attaquer à tout ça, on sait ce qu'il faut faire. On va faire des circuits courts. Hop. De la fourche à la fourchette. Hein, on supprime les intermédiaires, on met directement en lien les producteurs et les consommateurs, et paf, tout le monde est content. Il faut faire de l'agriculture bio. Hop, on va supprimer les pesticides et les intrants de synthèse, construire un label pour permettre aux producteurs et aux consommateurs de se retrouver derrière l'idée d'aller vers des techniques beaucoup plus agroécologiques. Et puis on va faire du commerce équitable, on va essayer de rémunérer correctement celles et ceux qui nous nourrissent. En circuit court, c'est le boom des AMAP, on va essayer de rémunérer tout ça. Et puis en circuit long aussi, avec notamment les réseaux historiques du bio qui vont essayer de rémunérer correctement les producteurs, qui se lancent un peu à la machette dans la jungle pour produire autrement, en leur proposant des prix soutenants, garantis de façon pluriannuelle, pour essayer de soutenir tout ça. Moi, le monde agricole tel que je le vois, quand je vais sortir de mes études en 2011, c'est celui d'une forme de dualisation de l'agriculture. C'est un peu comme s'il y avait deux mondes agricoles, en fait. Là, on a les bons, ceux qui ont compris ce qu'il faut faire si on veut changer les choses. Et là, on a les mauvais, ceux qui sont plongés dans les limbes de l'agro-industrie. Et la petite fable, là, elle dit que ces gens-là, pour utiliser le vocabulaire des bio, c'est ceux qu'il va falloir aller convertir. Il va falloir aller leur prêcher la bonne parole, leur dire « Eh, mais regardez là, comme nos fermes, elles sont jolies, nos animaux, ils sont tout beaux. » Et puis des fois, on a même des petites coccinelles qui viennent nous voir. Puis on a des consommateurs, là, ils sont trop sympas sur les marchés, et ainsi de suite. Et puis parfois même, on prend une semaine de vacances. Oh, c'est trop génial. Et du coup, eux, ils vont dire « Mais qu'est-ce qu'on est trop bêtes! Pourquoi on fait pas comme eux ?» Ils vont être trop convaincus. Du coup, hop, ils vont changer comme ça, de système. Puis du coup, on va être de plus en plus nombreux là. De plus en plus nombreux. Et à la fin, on va gagner. Ça n'a pas marché. Bon, 2022, 2023, baisse de la consommation en bio, baisse de la consommation en circuit court. Moi, dans mon département, là, je vis dans la Loire, à Saint-Étienne, la Chambre d'agriculture fait des formations pour accompagner les agriculteurs à se déconvertir du bio. Voilà. On n'est pas en train de gagner. Mais bon, à l'époque, je suis naïf et j'y crois. J'y crois qu'on va pouvoir faire avancer tout ça. Et donc, je me lance, l'épi de maïs au fusil, en me disant qu'on va faire avancer tout ça. Je vais bosser dans une association de développement de l'agriculture bio à Auxerre au départ. Après, je vais retourner à Montpellier pour travailler sur les questions de circuit court avec la recherche. Je vais être ouvrier agricole un certain temps. On m'a demandé des fois pourquoi tu penses que tu as voulu te lancer pour essayer de défendre tout ça et que tu n'as pas suivi les chemins faciles là pour devenir un cadre de l'agro-industrie, des chemins confortables. La réponse n'est pas forcément évidente. Des fois, je me dis, en fait, j'ai pas eu trop le choix. Quand j'étais en école d'agro,
j'ai dû apprendre par cœur la liste des colorants et des conservateurs de l'agro-industrie. J'ai fait une crise d'urticaire. Le truc qui passait pas. Et puis, des fois, je me dis aussi que mon grand-père maternel, il n'y est pas pour rien. Lui, il répète souvent surtout, on mange pas de purée mousseline. C'est pas très compliqué de faire de la purée. Hein, on prend des pommes de terre, on les fait cuire, on les écrase, on rajoute un peu de beurre ou un peu de lait. Mais on mange pas de purée mousseline. Il répète ça souvent, et puis plus il a bu, plus il répète, du coup, très souvent. Ça finit par rentrer. Pour mes grands-parents maternels, une bonne alimentation, c'est une alimentation faite à la maison à partir de produits bruts. Point. Hein. Hors de question de remettre en cause la définition. Moi, j'en ai discuté avec Magali Ramel, qui était là tout à l'heure, et elle me dit, mais en fait, tes grands-parents, ils sont caricaturaux. Caricaturaux de cette population qui va naître en zone rurale, fils et filles de paysans qui ne pourront pas reprendre les fermes, et migrer à la ville, devenir ouvrier, hein, chauffeur routier pour mon grand-père, femme de ménage pour ma grand-mère, et qui vont refuser complètement la culture alimentaire de la ville. Culture alimentaire de la ville qui est plutôt de minimiser son temps de prise de repas en ayant recours à des produits transformés ou en mangeant à l'extérieur pour maximiser son temps de socialisation, hein, en allant à des réunions, en allant à des événements, au cinéma, voir des conférences gesticulées, des trucs comme ça. Culture alimentaire du monde rural qui est plutôt de prendre le temps de faire le repas à partir de produits bruts des fermes qu'on trouve autour de chez soi, ce qui permet de nous insérer dans le tissu économique de son territoire et là où il y a moins d'offres culturelles, hein, d'organiser sa vie sociale en s'invitant à manger chez les uns, chez les autres. Et elle me dit, mais en fait, cette définition-là pour tes grands-parents, c'est une définition qui est vraiment identitaire. C'est une population qui va subir une migration économique, hein, complètement contrainte et forcée, qui va arriver dans un domaine qui les place tout en bas de l'échelle sociale et qui les écrase. Et pour eux, c'est une forme de réaction, hein, de dire non, nous on vient pas de là, nous on a une autre culture, on a une autre identité, on vient d'un autre territoire, on avait une place dans la société. Et donc de rejeter et de dénigrer complètement le recours à de l'alimentation transformée par rapport au fait de faire à manger à partir de produits bruts. Et pour mes grands-parents, les voisins de palier, hein, qui font les mêmes boulots qu'eux là, dans le HLM, mais qui mangent de la purée mousseline, c'est des sous-hommes, hein, faut pas leur parler. Hein. Moi, j'en discute avec eux et je dis, bon, pourquoi pas, hein, comme définition de qu'est-ce qu'un bon repas. Moi, ce qui m'importe aussi, c'est quel type d'agriculture on met derrière. Hein. Là, on a un petit épi de maïs qui nous vient du Pays Basque. Du maïs à popcorn. Pays Basque, seule région en France où on peut faire du maïs. Hein. Et donc, moi, je dis, ouais, c'est aussi, est-ce que les produits rémunèrent les producteurs? Est-ce qu'ils utilisent des pesticides ou pas? Est-ce qu'ils ont fait 3 fois le tour du monde? Et ainsi de suite, qu'il y a plein d'autres questions sur qu'est-ce que c'est qu'une alimentation de qualité pour moi. Et là, la réponse, elle est aussi claire. Hein, tu vas pas nous faire chier avec des questions de label ou quoi que ce soit. Hein. Nous, on est pauvres, on n'a pas beaucoup d'argent. Ton truc, là, c'est pour les cadres, hein, les riches, là, ceux qui mettent un peu plus haut que leur cul et puis qui nous ont donné des ordres toute notre vie. Nous, on n'a pas la possibilité de dépenser plus. Hein, on a 10 000 autres priorités avec l'argent qu'on a pour aider nos petits-enfants, pour s'en sortir, ainsi de suite. Donc, laisse-nous tranquille avec ton truc, c'est pas pour nous. Et là aussi, Magali Ramel, elle explique très bien ce qui se passe. Elle a écrit un rapport en 2014 pour ATD Quart Monde, une association de lutte contre la précarité, où elle explique la place culturelle qu'occupe aujourd'hui l'alimentation, plutôt la place culturelle qui est laissée aujourd'hui par tout ce complexe à l'alimentation. Et elle dit aujourd'hui, l'alimentation c'est une variable d'ajustement, l'alimentation c'est une dépense invisible. Si jamais c'est écrit trop petit que vous n'arrivez pas à lire, hein, vous inquiétez pas, c'est écrit invisible. Qu'est-ce que c'est qu'une dépense invisible? Dans une société où on va vous juger en permanence, on va vous juger pour avoir accès à un logement, on va vous juger pour avoir accès à une formation, pour avoir accès à un travail, et ainsi de suite, on va voir plein de choses, on va voir comment vous êtes habillé, on va voir comment vous parlez,
on va voir quelle est votre culture, votre connaissance de l'actualité, quels sont les réseaux que vous êtes capable de développer, quelles sont les activités que vous pouvez faire et qui vous permettent d'avoir des informations sur tout un tas de choses. Bref, les compétences, bien sûr, que vous avez pu acquérir dans votre parcours et tout ça. On sait plein de choses sur vous qui vont permettre de construire la confiance pour investir dans votre personne, faire confiance. Mais par contre, on ne sait pas si ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans que vous êtes en train de manger que des pâtes ou que vous sautez un repas ou 2 repas par jour pour garder l'argent et le temps nécessaire pour investir dans toutes les choses qui vont pouvoir se voir. Il y en a 2, des dépenses invisibles comme ça, pas de concurrence entre les deux, l'alimentation et la santé. Et donc, quand on est en bas de l'échelle sociale et qu'on a envie d'essayer d'améliorer un peu ses conditions matérielles de vie ou celles de ses enfants ou sa reconnaissance symbolique, on n'a aucun intérêt à investir dans son alimentation parce que c'est pas ce qui se verra et c'est pas ça qui va nous permettre d'avancer. Et ça explique pourquoi le premier frein à l'accès à une alimentation de qualité, avant d'être d'ordre économique, il est d'abord d'ordre culturel. L'accès à une alimentation de qualité est plus corrélé à son niveau d'études et sa classe sociale que son revenu économique. Et c'est pas parce que moins on a fait d'études et plus on est bête et plus il faut nous expliquer pourquoi il faut bien manger. C'est vraiment parce que plus on est en bas de l'échelle sociale et moins on a d'intérêt à investir dans son alimentation. Moi, je vais donc me rebeller contre tout ça, essayer de faire autre chose. Et dans la suite de mon parcours, j'arrive en janvier 2015 à la Confédération paysanne nationale, syndicat agricole qui défend le projet d'agriculture paysanne au niveau national, donc un peu tout ce qu'il y a là, et qui adhère à la Via Campesina, qui défend le projet de souveraineté alimentaire au niveau international. Moi, je suis animateur technique pour le syndicat. En gros, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est l'équivalent d'attaché parlementaire, mais pour des élus syndicaux. Par contre, c'est pas fictif comme travail. Ce qui est bien avec cette blague, c'est que c'est toujours d'actualité. Ça marche à tous les coups. Moi, mon boulot, c'est de mettre des paysannes, des paysans autour de la table, à Bagnolet, là, dans les locaux, de les faire venir d'un peu partout en France, pour élaborer les positions du syndicat. Mon boulot, c'est de préparer les ordres du jour, c'est de répartir la parole, c'est de construire la démocratie, de laisser une juste place à chacun, chacune, pour pouvoir élaborer en connaissance de cause et de conséquences les positions du syndicat, et après accompagner, étayer les argumentaires et accompagner le portage de cette parole des paysannes, des paysans qui vont défendre leur position. On est 7 à faire exactement le même travail et à se répartir les différents dossiers. Et moi, suivant mon parcours, je travaille sur tout ce qui est agriculture bio, circuit court, et puis installation des jeunes paysannes et paysans. J'avais fait mon stage de fin d'études là-dessus. Et là, je vais déchanter sérieusement, en 2015, de cette petite fable-là. En 2015, c'est le début. Ça ne va pas encore être facile de porter ces analyses-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Mais en 2015, on commence à voir des paysans qui viennent d'endroits assez localisés en France. Ça va se généraliser ensuite en disant c'est la merde là, les circuits courts quand même. On produit, on transforme, on vend, on fait 3 métiers. La semaine, elle est blindée avec tout un rétro-planning pour pouvoir vendre sur les marchés. On n'a plus une seconde de libre, on court partout, on n'a plus le temps d'aller voir les copains, de faire du syndicalisme. Et au final, ce qu'on gagne, c'est pas top, Dans les années 2000, on s'en sortait bien, ouais, mais là, ça devient de plus en plus ric-rac. Et puis, ce qui nous embête encore plus, c'est que il y a des jeunes qui trouvent que nos fermes, elles sont chouettes. Du coup, nous, on les accueille, on essaye de leur filer des coups de main, de leur donner tout ce qu'on peut. Ils veulent s'installer, donc on finit par trouver un bout de foncier, et puis on leur file 1 ou 2 coups de main, mais ils sont pas plus bêtes que nous, Ils arrivent à produire, à faire tourner le truc. Au bout de 4 ans, il y en a 1 sur 2 qui a mis la clé sous la porte. Ça, c'est les stats actuelles de l'installation en agriculture. Dans la commission bio, le discours est beaucoup plus partagé en 2015, c'est beaucoup plus généralisé, à la fois en termes de filière, en termes de territoire. Des gens qui viennent à Bagnolet en disant « on gagnait notre vie jusque-là, là ça devient moins drôle ». Les chiffres arriveront après, mais en gros, jusqu'en 2015, on avait 20% de rémunération supplémentaire pour celles et ceux qui produisaient sous label bio,
par rapport au reste du monde agricole, en moyenne. En 3 ans, entre 2015 et 2018, ça va faire ça. Plus rien. 2022, 2023, on en est là, et là, 2025, c'est la première année où il y a eu plus de personnes qui ont arrêté la bio que de personnes qui sont installées en bio. On en a un point où dans la commission installation, qui est hyper importante pour le syndicat, parce que souvent on dit, si on veut pouvoir généraliser tout ça, il faudrait minimum 1 million de paysannes et de paysans. On est à 400 000 aujourd'hui, donc il y a du boulot pour installer du monde. Et il y a du boulot et ça mobilise énormément d'énergie de paysannes et de paysans pour aider les jeunes à se former, à trouver du foncier, à se lancer. Et malgré tout, il y en a qui viennent à Bagnolet là en disant mais là, il faut absolument arrêter d'installer des jeunes sur nos types de fermes avec transformation, circuits courts et tout ça. Il faut arrêter de faire des conversions en bio. On va tous se faire de la concurrence, on va tous se casser la gueule. On est en train de découvrir la sociologie de l'alimentation. Cette petite fable, elle a très bien marché, massivement dans les années 2000. Et puis, dans les années 2015, milieu des années 2010, elle va être confrontée vraiment à un gros souci qui est la sociologie de l'alimentation, qui est que cette alimentation-là, en fait, elle intéresse une population qui est culturellement déterminée, une petite partie de la population, et que tout le reste n'en a pas grand-chose à faire pour plein de raisons, et de bonnes raisons qui sont les leurs, et que du coup, une fois qu'on a produit assez d'offres pour répondre à la demande de cette partie-là de la population, il n'y a plus de place. Et avec les outils d'appel à la consommation et ainsi de suite qu'on va utiliser, c'est très très difficile d'aller toucher tout ça. Et c'est ce à quoi vont se casser les dents. Les jeunes qui s'installent, ils ont copié le modèle des fermes des vieux et ainsi de suite, tout ça, ils arrivent à les faire tourner. Mais les vieux, ils ont été hyper généreux, mais ils ont gardé un truc pour eux quand même, c'est leur meilleur marché. Et je jette pas du tout la pierre. Mais du coup, les jeunes, ils ont copié le modèle, mais là où les vieux, ils vendent sur 1 ou 2 marchés et ça tourne, là sur le territoire, les 2 gros marchés, ils sont pris, donc il faut en faire 3 ou 4 petits pour s'en sortir, et dans une semaine qui est déjà blindée, ça passe plus du tout. Et on va vraiment être confronté à ça, à une forme de saturation de la demande, alors que c'est pas d'un jour au lendemain, mais on sent qu'on tend vraiment vers un plafond de verre. Et suivant le développement des circuits courts, suivant le bassin de consommation sur les territoires, à partir de 2015, on commence à le toucher. Il reste encore quelques territoires où on ne l'a pas touché aujourd'hui, mais ça va vraiment se généraliser et tendre à plafonner. Et puis, on va avoir un deuxième mécanisme encore plus violent. Il y avait un peu une idée comme ça de se dire, plus on va être nombreux là, et plus on va pouvoir faire des coopérations, et donc ce et donc des économies d'échelle, et du coup produire de moins en moins cher, et ainsi de suite, et du coup on va être d'autant plus efficace pour aller combattre tout ça. Ça va pas se passer comme ça. Au début, là, quand ça prenait pas grand monde, on était un peu tranquille dans notre coin, mais à partir du moment où ça va commencer à prendre des volumes un peu importants, la dynamique, en fait, elle va être dans l'autre sens, elle va être dans ce sens-là. Et c'est tout ce complexe agro-industriel qui va remettre sa logique classique de venir capter de la valeur ajoutée, de venir s'enrichir sur le dos de tout ça et prolétariser ce monde agricole-là. En 3 ans, la bio, fini, cette bulle de rémunération. Et ça se passe très vite en 3 ans pour le monde de la bio, mais c'est la même chose qui se passe pour les circuits courts, sur un temps un peu plus étalé. C'est plus rapide sur la bio parce que c'est vraiment lié à un événement politique majeur. En fait, comment ils vont faire ? Ils peuvent pas venir, les filières, elles sont souvent maîtrisées, on est en circuit court et ainsi de suite, ils vont pas se mettre entre les deux pour piquer de la valeur ajoutée, non. Ils vont simplement venir à côté, avec un truc moins cher, plus industrialisé, et petit à petit, en fait, les consommateurs, ils vont vers le moins cher, et donc, soit vous vous alignez, soit vous dégagez. En bio, ça se passe vraiment en 3 ans parce que c'est lié à la baisse du cahier des charges de l'agriculture bio en 2011, des attaques au niveau européen, qui va permettre en 2014 à la grande distribution d'arriver avec des volumes énormes de fruits et légumes bio et d'autres produits. Et donc dès 2015, ça va arriver et on va tout de suite voir l'impact sur la rémunération des agriculteurs et des agricultrices bio, baisse de tout ça.
Et dans les circuits courts, c'est la même chose. C'est des Otera, une chaîne de supermarchés en circuit court qui appartient à Gamme Vert. C'est des Laruche qui dit oui, c'est des Drive fermiers, c'est tout un tas de solutions comme ça qui vont se monter, qui sont pas mauvaises en soi, hein, et même sur la bio, hein, c'est pas grave si des fermes industrielles passent en bio, tant mieux, hein, c'est ni tout noir ni tout blanc, cette logique de récupération. Par contre, elles vont proposer des produits beaucoup moins chers et petit à petit baisser toute cette rémunération et ces bulles qu'avaient construit ces pionniers d'aller produire un peu autrement. Et aujourd'hui, on arrive à des situations où ça devient très compliqué pour des fermes historiques, parfois en circuit court ou en bio, de continuer à être rentables de par la baisse des prix des denrées en circuit court et en bio liée à l'industrialisation de ces pratiques. Ça, c'est l'état des lieux, quand j'arrive à la Confédération paysanne. Et ce qui est bien, quand on fait cette analyse-là et qu'on est à la Confédération paysanne, c'est que l'objectif, bon, c'est pas juste de déprimer ensemble, c'est d'essayer de porter tout ça sur le bureau du ministre pour essayer d'en faire quelque chose et de travailler à partir de là. L'idée de la conf, c'est pas de défendre l'agriculture paysanne, c'est de généraliser l'agriculture paysanne, c'est de travailler les conditions pour qu'on puisse généraliser tout ça. Donc, prendre cette analyse et dire, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on va voir le ministre avec tout ça. Le ministre, à l'époque, il s'appelle Stéphane Le Foll. Vous voyez qui c'est? Ouais. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie. Stéphane Le Foll. Dernier ministre de l'Agriculture en France. Depuis, il n'y en a plus. Ça se passe à la cellule agricole de l'Élysée. Et puis voilà. Et donc on lui dit, bon, tu dis que tu veux défendre l'agroécologie. Ouais, ça fait plutôt plaisir à entendre dans la bouche d'un ministre. T'as même fait 2-3 trucs au départ, là, ça allait plutôt dans le bon sens, franchement. Par contre, tu dis que tu veux pas opposer les modèles, qu'il y a de la place pour tout le monde et que c'est pas à toi d'orienter, que c'est bien de défendre l'agroécologie, mais voilà, tu vas pas orienter franchement les choses. Ça nous pose problème, parce que là, on n'est plus en train de gagner, on est en train d'essayer de pas perdre. On va pas du tout défendre l'agroécologie si tu y vas pas franchement, en soutenant tout ça, en interdisant tout un tas de pratiques, de produits là-dedans. Tu verras pas de développement de l'agroécologie. Petit spoil, il n'y a pas eu de développement de l'agroécologie. Bon. Pourquoi vous voulez que j'oriente l'agriculture? C'est pas mon rôle. Moi, en tant que ministre, ce qui m'importe, c'est que les choix des Françaises et des Français soient respectés. Aujourd'hui, les gens ont le choix. Je veux dire, s'ils ont envie de défendre ça, ils achètent ces produits-là. S'ils ont envie d'une alimentation qui leur laisse un peu plus de temps libre et d'argent disponible pour faire autre chose, ils achètent ces produits-là. Mais à partir du moment où notre système de production agricole est le reflet des choix de la société, pourquoi vous voulez que j'intervienne? Là, on se dit que c'est un peu pire que ce qu'on pensait, quoi. Non seulement on n'est pas en train de gagner, mais en plus, l'existence même de tout ça qui coûte quand même un sacré paquet de sueur à ceux qui le font vivre, devient un prétexte pour le monde politique pour ne rien changer. C'est le néolibéralisme par excellence, il n'y a plus de société, il n'y a que des individus, il n'y a que des choix individuels de consommation, de production qui doivent orienter les choses par le marché. Et nous, on ne fait que renforcer cette idéologie-là quand on appelle à la consommation et au pouvoir du consommateur, et au fait qu'il faudrait éduquer le consommateur pour que ça se passe mieux. Non. Tant qu'ils s'appuient sur le marché, ils savent très bien ce qu'ils font, ils connaissent très bien la sociologie de l'alimentation, et ils savent qu'on remettra rien en cause à dire que c'est le marché qui décide de notre système de production agricole et alimentaire. En fait, on se rend compte à ce moment-là que cette vision de dualisation de l'agriculture, c'est devenu un projet, c'est devenu le projet pour l'agro-industrie, pour le monde libéral, de ne pas défendre juste ça, et puis on veut écraser tout ça. Non, mais de dire, voilà, nous on veut les deux, et puis c'est le consommateur qui choisit. On a besoin d'un arbre qui cache la forêt, on a besoin de montrer qu'on peut faire autrement, et puis c'est démocratique, les gens choisissent et tout va bien. Ça leur donne une légitimité énorme
tant qu'on s'appuie sur le marché, sur la consommation. Quand je dis que c'est devenu un projet, ça, c'est qu'on retrouve ça écrit dans un rapport de 2008, un rapport sur la libération de la croissance. Ah, c'est des choses importantes. Hein. C'est pas n'importe qui travaille là-dessus. Celui qui va signer ce rapport-là, il s'appelle Jacques Attali. Et peut-être vous savez qui est-ce qui a bossé sur la partie agricole. Il n'est pas très connu. Il s'appelle Emmanuel Macron. Et donc ce haut fonctionnaire-là, en 2008, il pose sa vision pour l'agriculture. Hein. OGM, robotique, numérique, à fond. Hein, et aujourd'hui, on investit des milliards là-dedans parce que l'objectif de Macron, c'est de sauver l'agriculture française. Hein. Sur le constat, on est d'accord, l'agriculture française est en train de mourir, elle est en train de mourir sacrifiée sur l'autel du libre-échange. Ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est lui qui la sacrifie sur l'autel du libre-échange. Hein. Une solution très simple, on arrête la concurrence internationale, hein, souveraineté alimentaire, ça c'est pas du tout dans son vocabulaire. Et donc, s'il veut sauver le monde agricole qui se retrouve confronté à des produits qui arrivent moins chers et tout ça, lui, la seule solution qu'il a, c'est la fuite en avant technologique. C'est d'investir massivement, hein, d'un point de vue de l'État, dans des solutions qui nous emmènent dans le mur, mais tant qu'on est les premiers à les utiliser, à avancer, ça nous donne un avantage compétitif et donc on peut continuer à maintenir une activité productive en France. Hein, et donc on investit à fond là-dedans pour industrialiser cette agriculture-là. Mais pas que. Hein, mais pas que. Macron, il est aussi à fond pour défendre tout ça. Hein. Il dit c'est hyper important de garder une petite agriculture locale, tout ça. Hein. On comprend bien entre les deux l'idée de pouvoir s'appuyer sur le marché, garder un arbre qui cache la forêt, un complément de gamme pour toutes celles et ceux qui veulent acheter autre chose, qui se soient présents et qui ne viennent pas emmerder aux portes du ministère, hein, mais que ça se passe bien sur les territoires, là, à faire vos paniers dans votre coin, occupez-vous et ainsi de suite. Mais il va même jusqu'à rajouter, c'est écrit vraiment noir sur blanc dans le rapport, hein, il dit c'est hyper important hein, de garder ça parce que c'est bon pour le tourisme. Donc merci à toutes celles et ceux qui participent à l'attractivité touristique des territoires. Je vais emprunter un terme à l'atelier paysan. L'atelier paysan, c'est une coopérative qui travaille sur les questions de machinisme agricole, coopérative de paysannes, de paysans. Ils ont écrit leur manifeste en 2021, Reprendre la terre aux machines. Et dans ce livre-là, un peu d'analyse sur où on en est des combats pour essayer de faire vivre une autre forme d'agriculture que l'industrialisation de l'agriculture. Ils disent tout ça là, ce sont des alternatives inoffensives. Alternatives indispensables. Hein. Il ne s'agit pas une seconde d'arrêter tout ça. On a besoin de ça pour penser autrement, hein, pour montrer qu'on peut faire autrement, mais inoffensif parce que pas du tout en train de combattre ça. Là, on lutte maintenant pour notre survie, on n'est plus en train de grignoter. Et complètement récupéré hein, dans un projet de dualisation de l'agriculture qui transforme ce projet politique en projet économique et qui n'a aucun horizon de développement de par la sociologie de l'alimentation. Là, vous avez mon année 2015 hein, à la Confédération paysanne. Et début 2016, il y a un paysan qui rentre dans mon bureau, il s'appelle Emmanuel Haz. Il est arboriculteur dans le Lot-et-Garonne, et à l'époque, il est secrétaire national de la Confédération paysanne, donc c'est mon patron. Et lui, il me dit, Mathieu, t'arrêtes tout ce que tu fais. Pause. Hein. Et pendant 1 an, tu vas travailler là-dessus. J'ai pas trop compris. Manu, il dit, on est complètement piégé hein, dans ce piège de la consommation. Il faut absolument proposer autre chose. Et cette autre chose, il doit partir de là. Il doit partir de la fonction politique de l'alimentation. Il doit nous permettre de repolitiser, hein, chacun, chacune, derrière son assiette, derrière le fait qu'on mange, qu'on est là, qu'on habite sur le territoire,
eh ben, il doit nous légitimer à dire ce qu'on veut pouvoir manger, mais à le dire non pas par la consommation, par son porte-monnaie, mais à le dire en tant que citoyen. L'idée de Manu, c'est de détruire complètement la représentation de la consommation ou quoi que ce soit, et de remplacer ça par une expression démocratique, par la construction de la demande alimentaire, par une réflexion collective, un peu comme une convention citoyenne pour l'agriculture, où on prend le temps de réfléchir et de dire qu'est-ce qu'on veut manger. L'idée de Manu, c'est d'invisibiliser de visibiliser ce qui s'appelle l'insatisfaction alimentaire, la différence entre ce que les gens veulent manger, ce qu'ils n'expriment pas, et ce que les gens consomment réellement aujourd'hui. Concrètement, là, personne ne se lève le matin en disant tiens, aujourd'hui je vais mettre des pesticides dans l'assiette de mes enfants. De la même façon, aucun producteur se dit chouette, aujourd'hui c'est pulvé. Ça fait pas plaisir de s'habiller en cosmonaute pour aller mettre des produits chimiques. C'est des choix individuels contraints. Il ne s'agit pas de critiquer à l'échelle individuelle, mais de comprendre pourquoi on en est là. Et autrement dit encore, ça c'est une victoire. C'est une victoire de toutes celles et ceux qui sont allés faucher des OGM, casser des fermes-usines, casser des McDo, des méga-bassines et ainsi de suite. D'avoir fait passer dans l'opinion publique qu'aujourd'hui 70-80% de la population ne veut pas de pesticides, ne veut pas d'OGM et ainsi de suite. Pour autant, ça ne se traduit pas dans les actes de consommation, et la question, c'est pas d'aller engueuler les gens parce qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent. Non, la question, c'est de dire pourquoi nos politiques aujourd'hui ne suivent pas nos aspirations et ce qu'on veut. Et donc de vraiment visibiliser ça, le travailler, le politiser, le montrer, et revendiquer que nos politiques suivent ce qu'on a envie, effectivement, de mettre dans nos assiettes, de manger. D'où le titre de cette conférence gesticulée, de la fourche à la fourchette, non. On arrête avec cette logique libérale de la politique de l'offre, où on part de ce qui est produit et on essaye de le distribuer le plus localement possible. On va faire l'inverse. De la fourchette à la fourche, on va légitimer chacun, chacune, avec sa fourchette, avec son assiette, à dire qu'est-ce qu'on veut qu'il soit produit. Faire en sorte que les 28 millions d'hectares de la ferme France, ils soient au service de ce que les 68 millions d'habitantes ils veulent manger, et pas au service de l'enrichissement, du profit de celles et ceux qui possèdent ces moyens de production. Se réapproprier notre agriculture, notre alimentation pour nous nourrir. Ça, c'est ce que Manu il va poser. Ce que Jean-Claude a dit ce matin, on a été illuminé par la Confédération paysanne et sa critique de la politique de l'offre pour faire une politique de la demande. Manu va poser ça dans la Confédération paysanne. Moi, je vais être la petite main pour essayer de travailler avec lui là-dessus, présenter ça et ainsi de suite. Et au bout de quelques mois, ça va s'imposer, même si ça va bousculer le syndicat agricole. Et la conf va se mettre à porter ça et à dire, en fait, le seul projet émancipateur pour le monde agricole aujourd'hui, c'est pas les questions des techniques de production qu'on veut défendre, c'est d'abord de dire on veut que la population se réapproprie son agriculture, on veut que ce qu'on produise ce soit voulu, décidé démocratiquement par la société. Et donc la conf va se mettre à dire on veut des politiques qui élaborent la demande alimentaire, on veut que on arrache au monde agricole la capacité à décider des politiques agricoles et que ce soit la société qui décide de qu'est-ce qu'on produit, comment, où, pourquoi, et ainsi de suite. La conf va donc se mettre à porter ça. En tout cas, la conf nationale, c'est pas forcément quelque chose qui a vraiment diffusé, percolé chez tous les adhérents et ainsi de suite du syndicat, mais la conf nationale, à ce moment-là, va se mettre à porter ça. Et du coup, on va retourner voir Stéphane Le Foll avec cette idée. En disant que ça ne tient pas la route, son truc, qu'on ne réfléchit pas de la même façon avec un porte-monnaie qu'avec son cerveau, donc qui demande aux gens là ce qu'ils veulent manger, et il verra que les gens ont envie d'aller vers beaucoup plus d'agroécologie, et donc lui qui a envie de mettre en place l'agroécologie, il sera légitime en tant que ministre, en arrêtant de se baser sur le marché, mais en se basant sur ce que les gens veulent, pour mettre en place une politique volontariste pour transformer tout ça. Ouais. Admettons que vous ayez raison. On fait ce que vous dites. Ça se passe comme vous le dites. Moi, je peux
Je peux mettre en place une grande politique de transformation agroécologique. On se met d'accord sur les termes. On va supprimer la production industrielle de lait de viande. On va arrêter, interdire l'usage des pesticides et des intrants de synthèse. Et on va relocaliser tout ce qu'on peut sur les territoires au plus proche avec une agriculture diversifiée un peu de partout. C'est déjà pas mal. On peut. Mais il y a un problème si on fait ça. Qu'est-ce qu'ils vont manger, les pauvres? On n'y avait pas pensé. C'était absent de la réflexion de la Confédération paysanne de dire que en fait, ce modèle de production agricole, il produit une agriculture, une alimentation qui coûte plus cher et c'est bien normal. On va peut-être se mettre à rémunérer correctement celles et ceux qui nous nourrissent. On va peut-être arrêter de détruire l'environnement. Et du coup, aujourd'hui, suivant les études, on estime que c'est 30 à 40% de la population française qui est complètement exclue de l'accès économique à cette agriculture-là. 30 à 40% de la population française qui, aujourd'hui, n'arrive pas à répondre à l'injonction de 5 fruits et légumes par jour, et ainsi de suite. Stéphane Le Foll, il insiste sur le fait que la dualisation de l'agriculture, elle est allée de pair avec une dualisation de l'alimentation, qu'on mange plus la même chose, et que ce serait bête, globalement, de faire une transformation agroécologique de la ferme France, si derrière, il faut trouver des marchés rémunérateurs à l'étranger pour exporter ça, pendant qu'on importe des trucs moins chers pour nourrir toute une partie de la population. C'est pas un truc très durable, parce qu'on n'a aucune idée si on pourra exporter et ainsi de suite. Pour moi, Stéphane Le Foll, quand il dit ça, la citation officielle de laquelle je tire ça, elle est toujours en ligne. Il a été filmé au moment du Salon de l'agriculture. Il dit « Une agriculture suffisamment industrialisée est nécessaire pour être accessible aux plus démunis. » C'est clair? Pour moi, quand il dit ça, il nous donne la clé de son impuissance politique. Il dit voilà, moi je suis ministre de l'Agriculture, et là en fait il y a un ordre qui arrive sur mon bureau là, un objectif. Là c'est écrit, ton rôle en tant que ministre de l'Agriculture, c'est de nourrir les gens le moins cher possible. Ton rôle en tant que ministre de l'Agriculture, c'est de baisser le coût de renouvellement de la force de travail. Cet ordre, il arrive d'au-dessus. Au-dessus, c'est ce qui s'appelle le système capitaliste aujourd'hui. C'est assez bien incarné par la personne de François Hollande à ce moment-là, qui va serrer la vis aux velléités d'essayer de faire des choses de Stéphane Le Foll. Et Paul Ariès, lui, il nous dit attention, c'est pas du tout spécifique au capitalisme, tout ça. Quand on regarde dans l'histoire, on se rend compte qu'en fait, c'est plutôt une logique impérialiste. En fait, on se rend compte que cette logique-là, elle arrive à plein de moments différents, et que c'est une logique en fait, c'est corrélé au fait au niveau d'inégalité dans les sociétés. Plus les sociétés sont pyramidales, et plus les puissants vont chercher à minimiser le coût de l'alimentation des populations les plus démunies, à exploiter au plus possible leur force de travail et baisser le coût de renouvellement de ça. Et plus les populations, les organisations, les cités sont égalitaires, on ne mange pas forcément la même chose, on se distingue de sa classe sociale par rapport à ce qu'on mange, mais tout le monde mange bien, mange correctement. Et pour donner un exemple, grosse lutte des classes en France pendant 100 ans, entre les années 1000 et 1100, entre une population agricole qui veut manger du petit maraîchage et du petit élevage, et la noblesse qui veut imposer la culture du blé, voire même interdire la viande. 100 ans de lutte des classes là-dessus, la noblesse va réussir à imposer le blé ultra majoritairement, va pas réussir complètement à interdire la viande, mais on sortait de l'âge d'or de la paysannerie. L'âge d'or de la paysannerie, c'est les années 600 à 1000, où c'est là où on a les squelettes en meilleure santé, avec la plus longue longévité. En gros, on n'a plus d'empire sur la gueule, on vit correctement, on vit bien avec du petit maraîchage, du petit élevage. Et là, la noblesse reprend du poil de la bête, et ce qu'elle veut, c'est quoi? C'est baisser le coût de l'alimentation, parce que le blé, ça coûte moins cher que le petit maraîchage et le petit élevage pour produire les calories nécessaires pour nourrir ou maintenir en vie la population, et ça libère des bras pour aller faire des châteaux, pour aller faire la guerre.
Et donc, voilà, gros combat pour imposer cette culture du blé. Et Paul Harris, il nous dit, tout au long de l'histoire, on retrouve ces combats-là. Et là, la conf, ce bouquin, il sort en 2016, pendant tout ce travail-là. On va mettre ces lunettes-là. On va dire, mais en fait, l'ennemi d'une agriculture paysanne, l'ennemi du fait de proposer que tout le monde ait une bonne alimentation et que ceux qui la produisent, ils puissent vivre correctement de leur métier, produire en respectant la nature, le vivant, c'est pas eux. Eux, c'est les mercenaires qu'on combat en face, sur le terrain, chaque jour, pour l'accès aux ressources, au foncier, à l'eau, et ainsi de suite. Mais l'ennemi, c'est la volonté politique au-dessus de nous nourrir le moins cher possible. C'est ce projet qui est posé en 1960 par Général de Gaulle, de dire on va baisser le coût de l'alimentation et ça va vous augmenter votre pouvoir d'achat. Que dalle, on a baissé le coût de l'alimentation et derrière on a pu baisser les salaires et ainsi de suite. Et aujourd'hui, avoir toute une partie de la population qui est complètement dépendante de cette alimentation-là pour pouvoir se nourrir, parce qu'on n'a fait que baisser les salaires en suivant cette baisse du coût de l'alimentation. Et donc, pour la Confédération paysanne, en tant que syndicat agricole, de dire, mais si on veut pouvoir généraliser une autre forme d'agriculture, vivre correctement, il faut absolument arrêter cette volonté de baisser le coût de l'alimentation, il faut sanctuariser un budget alimentaire pour qu'on puisse rémunérer correctement le monde agricole, respecter l'environnement et se nourrir comme il faut, et arrêter de chercher à minimiser ça. Et il faut le sanctuariser, il faut que tout le monde ait un accès à ça, d'assurer économiquement pour laisser personne sur le carreau et d'arrêter de diminuer ça. C'est un autre projet de société que de chercher à baisser le coût de l'alimentation, un projet de société où on vise que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation correcte qui rémunère celles et ceux aussi qui la produisent. Et donc on va rajouter une deuxième ligne à ce projet d'agriculture paysanne, en plus de l'idée de dire qu'il faut que ce soit un cadre démocratique qui légitime tout ça, c'est-à-dire il faut aussi penser l'accès de toutes et tous à une alimentation de qualité. Voilà, vous avez la fin de ce que je vous ai proposé en introduction, de dire comment je suis passé de là à là. Et bon, s'il y en a qui veulent savoir tout de suite un peu plus sur le projet de sécurité sociale de l'alimentation, je vous rassure, tout est là. Le projet de sécurité sociale de l'alimentation, c'est simplement une proposition qui est faite, qui est travaillée aujourd'hui, qui est mise en place sur les territoires, mais c'est une proposition d'une forme pour aller vers ça, pour aller vers le fait de reprendre en main démocratiquement notre système de production agricole et alimentaire et laisser personne autour de la paille par rapport à ça. C'est-à-dire là, on est sur les objectifs, et moi, c'était un pari que je vais faire en 2017, quand je vais mobiliser Ingénieurs sans frontières sur cette question, de dire, si on dépasse les objectifs, mais qu'on se met à réfléchir à comment on peut les atteindre, à commencer à proposer un début d'institution pour aller vers ça, à libérer l'imaginaire, à nous permettre de figurer comment on peut faire autrement, et peut-être qu'on va être plus puissant pour porter ce projet, ses objectifs, et ainsi de suite. Et je ne sais pas si on aura la bonne façon de faire, la bonne idée, c'est pas la question, mais la question c'est de proposer le débat, de lancer une pierre et de poser la réflexion autour de ça. Mais la base du projet, c'est vraiment, elle est là. Là, j'en ai fini de mon année 2016 à la Confédération paysanne, un an sous cloche, où j'arrête les dossiers et où je travaille sur cette question de l'alimentation. Et je vous ai laissé 2-3 réflexions de côté. Je vous ai fait l'avancée de la Confédération paysanne, mais je vais avoir accès à d'autres trucs que je vous ai laissé de côté, parce que la conf, elle va aussi laisser ça de côté. Mais notamment dans cette année 2016, moi, mon rôle, c'est aussi d'aller voir les autres organisations autour de la Confédération paysanne pour savoir ce qu'ils pensent de ces questions, de cette analyse-là qu'on fait. Bon, il y en a beaucoup qui sont vraiment perturbés, et pour qui l'objectif, c'est d'éduquer un consommateur, et quand on leur parle de démocratie alimentaire, c'est très compliqué en 2016. Mais par contre, il y a une organisation qui va venir et dire, nous, en fait, on est complètement d'accord avec vous, là. On a fait la même analyse, mais même on l'a fait avant, en fait. Depuis 2010, on est là-dessus. Et là, c'est Réseau CIVAM, qui avait déjà travaillé sur ces questions, qui était déjà allé là-dessus. Et eux, ils vont nous dire, mais en fait, ça n'avait pas vraiment percolé, on n'a pas échangé là-dessus. Eux, ils vont dire, ça fait même 2 ans, là, qu'on est en train de faire un tour de France de tous les projets
qui sont en train d'essayer de rendre accessible une alimentation de qualité à tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est des choses qui explosent de partout. Là, en 2016, ils en avaient identifié une vingtaine, une trentaine en France. Hein. Et Jean-Claude Balbo, lui, il vient et il dit à la conf, bah nous, en faisant ça, on se rend compte que c'est pas facile de définir qu'est-ce que c'est qu'une alimentation de qualité. Hein. Finalement, c'est pas si facile que ça, et donc on est en train d'arrêter avec ce terme-là. Et là, la conf, elle va dire, oh, nous, on est la Confédération paysanne, nous, on sait ce que c'est qu'une alimentation de qualité. Hein. Pour la conf, à l'époque, une alimentation de qualité, c'est une alimentation à partir des produits des fermes de la conf. C'est un tout petit peu plus complexe. Et donc, Jean-Claude, lui, il a une maxime comme ça, il dit la première des qualités d'une alimentation, c'est... À vous? Non. C'est pas celle qui nourrit bien. Il dit pas c'est celle qui fait plaisir. Il dit pas c'est celle qui fait du bien au corps. Alors celle-là, je ne sais pas si on la trouvera un jour, qui convient à tous, mais il dit pas ça non plus. Qu'on peut partager à tous, il dit pas ça. Il dit la première des qualités d'une alimentation, c'est d'être accessible. Parce qu'on n'en a rien à faire, hein, que votre alimentation elle soit bonne, elle vous convienne, elle vous fasse plaisir, elle aille bien pour votre corps. Si vous ne pouvez pas vous la payer, hein, c'est pas une alimentation de qualité, c'est une alimentation de distinction sociale hein, qui produit de la violence alimentaire. Et autrement dit, il dit en fait il y a un préalable à poser la question de qu'est-ce que c'est que la qualité. Le préalable, c'est de s'assurer que la personne avec qui on discute, elle aura accès à ce qu'on est en train de définir. Hein. Et donc il dit voilà, attention, si on veut pouvoir poser cette question politique hein, de qu'est-ce qu'on veut manger, il faut absolument commencer par s'assurer qu'on va travailler l'accès à ça. Sinon, on va se tirer une balle dans le pied, hein, à visibiliser de l'insatisfaction alimentaire, à la sortir de l'intime, de l'invisible, de sa cuisine, pour en faire un objet politique, fragiliser des personnes par rapport à ça, pour construire un rapport de force, pour revendiquer autre chose, et derrière, transformer un modèle de production pour produire un truc auquel ils n'auront pas accès. Et donc, pour mettre l'accent sur cette question, hein, il va lancer un projet qui s'appelle Accessible, et moi, je vais faire un petit bout de route avec eux et je vais découvrir ce qu'on appelle les 4 fonctions de l'alimentation. En gros, 4 réponses à cette question de qu'est-ce qui produit la qualité d'une alimentation. Hein, 4 réponses à cette question de à quoi ça sert de manger. Ça, c'est notamment la recherche et notamment aussi le travaux de Dominique Paturel qui vont me permettre de mettre ça en place. En gros, de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on mange hein, à quoi on cherche à répondre. Je vous écoute. Ouais, survivre. En tout cas, ce qu'on va appeler la fonction biologique, hein, la fonction physiologique. On mange pour entretenir son corps, son esprit, avoir de l'énergie et, si possible, en bonne santé. Hein, ça va avec. Quoi d'autre ? Alors, pour se faire plaisir, ouais. C'est quoi les plaisirs de l'alimentation ? Alors, derrière la gastronomie, hein, il y a tout ce qui va être les goûts, mais aussi les odeurs, les textures, hein, la vue. C'est vraiment les sens, quoi. Ouais. Quoi d'autre qui fait plaisir ? Alors, ça peut faire plaisir, mais là, on va être, c'est tellement important, on va être, ça c'est une autre fonction, hein, la fonction sociale, le fait de manger ensemble, le fait d'organiser nos repas de façon à construire, renforcer ces relations sociales. Hein. Être copain, étymologiquement, c'est manger ensemble. Hein. On se considère comme amis à partir du moment où on s'invite à manger chez les uns, chez les autres. C'est le repas du dimanche pour l'institution familiale, c'est les repas entre camarades, entre collègues, le repas d'affaires, bref, tous ces moments où les repas vont être utilisés pour construire nos relations sociales. Les chercheuses qui bossent sur l'aide alimentaire ont montré à quel point
le fait de devenir dépendant de l'aide alimentaire est relié au fait de s'isoler socialement. On n'invite pas les gens chez soi pour dire « Eh, viens, regarde ce que j'ai eu à l'aide alimentaire !» Malgré tous les efforts que vont faire les bénévoles pour pouvoir faire en sorte que ce soit le moins désagréable, de pousser la porte, que les produits soient de meilleure qualité possible, ça reste une honte structurelle à aller chercher ces produits-là et donc on ne les partage pas. Donc on n'invite plus des gens, donc on refuse les invitations parce qu'on sait qu'on ne pourra pas les rendre et donc on s'isole. Je reviens sur les plaisirs. À part le fait de manger ensemble, au-delà de tous les sens, les diététiciennes insistent pour dire qu'il y a 2 autres plaisirs dans l'alimentation, juste dans le fait de manger. Le premier, c'est de couper la sensation de faim. C'est désagréable, là, ce truc-là, quand on a faim. Physiologiquement, on n'est pas obligé de manger, on peut s'en passer, mais ça fait plaisir de couper la sensation de faim. Et il y en a un autre qui est un peu différent, c'est celui de ressentir la satiété. C'est ce moment-là où on se dit « c'est bon, j'ai assez mangé, je vais pas plus loin, sinon après je vais être trop lourd, je vais dormir pendant la conférence, là. Je garde de l'énergie, tout va bien et tout ira bien. » J'ai fini mon assiette. En fait, il n'y a pas de suspense avec moi, je finis toujours mon assiette. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi dans la salle, mais si on m'apporte une belle assiette là et que ça a l'air super bon, mais qu'il y en a trop, c'est plus un plaisir de manger, c'est un défi physique, quoi. Est-ce que je vais être capable de tout ingérer? C'est complètement bête, La seule différence entre en laisser ou pas, c'est que l'assiette, elle aura pas mal au ventre, Quand même une violence qu'on fait au corps, et notamment des enfants, de répondre à l'injonction de finir son assiette plutôt que d'apprendre à écouter son corps et à savoir quand c'est bon et quand on passe à autre chose. Autant vous dire que j'ai adoré cet article du Gorafi. Gorafi, c'est un journal satirique et ils avaient fait un article dont le titre c'est « Les enfants qui meurent de faim dans le monde remercient le petit Pierre, 10 ans, d'avoir fini sa soupe. » Il n'y a pas de lien. Je rajouterais même que je déteste la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça fait moins rire généralement. Le gaspillage alimentaire n'est pas un problème. Le gaspillage alimentaire, c'est la conséquence d'un problème. Le problème, il est là. Le problème, c'est pourquoi on produit trop. Et tout le principe de la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est de nous faire croire que si on gaspille, c'est parce qu'on consomme mal. Alors oui, on ne consomme pas toujours très bien, et un peu d'éducation à la lutte contre le gaspillage, individuellement, collectivement, ça peut nous permettre de faire des choses, d'avoir des leviers, il faut le faire, je ne remets pas du tout en cause ça. Par contre, aujourd'hui, moi j'attire votre attention sur le fait que les politiques de lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est un outil du complexe agro-industriel pour s'attaquer aux projets d'agriculture paysanne. Pourquoi? La base du projet d'agriculture paysanne, des paysans et des paysannes dans les années 60 qui se rassemblent pour essayer de comprendre l'éradication, l'ethnocide qu'ils sont en train de vivre. Ils se réunissent là et ils vont proposer un bouquin, travailler collectivement, même si c'est signé par un homme, Bernard Lambert, les paysans dans la lutte des classes. Ils disent, mais en fait, le premier truc à arrêter, c'est la surproduction. Première mesure du projet d'agriculture paysanne, toujours la première mesure 55 ans après, on empêche la surproduction. Pourquoi? Parce que quand il y a surproduction, les prix s'effondrent. Et quand les prix s'effondrent, les gros, ils serrent un peu les fesses, mais les petits, éliminés. Et après, les gros, ils prennent la place. C'est un vrai outil pour éliminer le monde agricole. Et donc, il faut absolument arrêter ça. Et comment on arrête ça? C'est assez simple. On regarde ce que les gens veulent manger, là, et on produit ça, et pas plus. On se garde un tout petit peu de marge, éventuellement. Et comment on fait? En fait, on fait des quotas. On dit à chaque ferme, tu produiras ça, tu as tes débouchés d'assurés, avec un prix rémunérateur derrière, pour pouvoir vivre de ton métier. Du coup, tu n'as plus de concurrents.
dans ton territoire, là, tu n'as plus que des collègues, parce que tu sais que tu ne pourras pas aller bouffer ces parts de marché, et comme ça, tu peux maintenir plein de fermes un peu partout sur les territoires. C'est la base du projet d'agriculture paysanne. Eux, ils sont complètement opposés à ça. Ils veulent surtout pas qu'on leur dise, voilà ce que vous devez produire, et puis ainsi de suite. Eux, ce qu'ils veulent, c'est aller piquer les parts de marché des autres. Donc, ils sont absolument opposés contre ça. Et puis surtout, comme ils veulent aller piquer les parts de marché des autres, ils sont constamment en train de surproduire par-dessus ce que produisent les autres pour essayer d'aller prendre leur part de marché. Donc, ils sont structurellement en surproduction. Donc, ils sont structurellement en train de produire du gaspillage. Et la société n'aime pas le gaspillage. Donc, ils vont demander à l'État de faire des politiques de lutte contre le gaspillage qui n'ont à aucun moment l'objectif d'interdire la surproduction, mais au contraire, l'objectif de nous empêcher de remettre en cause la surproduction, et de croire que c'est juste un problème de consommation, et qui vont, des politiques de lutte contre le gaspillage, qui vont s'occuper d'écouler la surproduction, de gérer, de faire quelque chose de ce gaspillage. Et donc aujourd'hui, au nom de la lutte contre le gaspillage, parce que ces produits-là qui sont récupérés par l'aide alimentaire, c'est de la défiscalisation, donc l'État les rachète, crée un marché de la surproduction. Aujourd'hui, au nom de la lutte contre le gaspillage, l'État fait un chèque en blanc de plus de 200 millions d'euros par an à la surproduction. On soutient l'activité de destruction de l'agriculture paysanne en disant « vous inquiétez pas, surproduisez tout ce que vous voulez, si vous n'arrivez pas à éliminer les petites fermes, on vous rachètera tout ça et on filera l'aide alimentaire. » Oui, j'ai un truc contre la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis il reste une dernière fonction, la fonction culturelle. J'ai essayé de symboliser ici comme un peu le côté culturel, le côté identitaire, c'est dire aussi à quel point je me définis, je me construis une place dans la société, un rapport au monde par rapport à ce que je mange. Avoir une alimentation à base de riz, de manioc, de blé, de maïs, c'est pas la même chose sur qui on est, d'où on vient. C'est aussi les recettes de son territoire, de sa famille, c'est aussi la structuration des repas. Entrée, plat, fromage, dessert, c'est pas très intéressant d'un point de vue nutritionnel, physiologique, mais on est tellement fiers de ça en tant que Français qu'on va inscrire ça au patrimoine mondial de l'UNESCO. Savoir qui on est, c'est aussi si on a envie de défendre une alimentation qui nourrit les producteurs, les productrices, qui respectent l'environnement, c'est important pour qui on est, pour les réseaux dans lesquels on a envie de s'insérer, d'avoir accès à cette alimentation-là. C'est aussi des questions éthiques, des questions cultuelles, de pouvoir avoir accès à une alimentation qui nous convienne, qui nous correspond. Là, vous avez la réponse, comme je disais, de la recherche à qu'est-ce que c'est qu'une alimentation de qualité. Finalement, la qualité d'une alimentation, on va parler d'une alimentation de qualité à partir du moment où l'alimentation à laquelle on a accès permet de répondre à ces 4 grandes fonctions. Elles nous conviennent vis-à-vis de tout ça. Ça fait une réponse qui est un peu complexe. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un petit mot de 5 lettres qui résume tout ça. Un petit mot de 5 lettres qui permet de définir la situation d'une personne, d'une population qui a accès à une alimentation de qualité, qui a accès à une alimentation qui lui répond ces 4 fonctions. Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que vous voulez faire un pendu ? Allez, je vous écoute. Il n'y a pas de N, il n'y a pas de A. Il n'y a pas de E. Là, ça commence à flipper, ça envoie les voyelles. Alors, il y a un I. Un P, c'est ça ? Je sais pas, un V ? B ? P, c'était quel est ? P ? Bon, P, il n'y a pas. B, il n'y a pas. O, ouais. Il est déjà dit. Non, il n'y a pas de X. Il n'y a pas de S. Il n'y a pas de L. Ouais. Non. Non. Non, H, je viens de dire non.
Il y a un T. Yes. Le droit à l'alimentation, tel qu'il est défini par l'ONU, définition de Jean Ziegler en 2001, qui était le premier rapporteur aux Nations Unies sur les questions d'agriculture et d'alimentation, c'est du droit mou, c'est pas du droit opposable en France, c'est un objectif que pose l'ONU, de dire le droit à l'alimentation, c'est le fait d'avoir un accès, le premier mot de la définition c'est accès, régulier, permanent et libre, à une alimentation qui, après la définition elle fait 4-5 lignes, mais en gros, répond aux 4 fonctions. Moi, je vais découvrir complètement, grâce à ces travaux de Réseau Civam, avec l'alliance avec des chercheurs et des chercheuses, tout un courant d'activistes, de chercheurs et de chercheuses qui travaillent sur ces questions de droit à l'alimentation et qui s'appelle démocratie alimentaire. Pourquoi en travaillant sur le droit à l'alimentation, il s'appelle démocratie alimentaire? Parce qu'ils vont dire, nous en fait, le seul moyen de s'assurer qu'une population donnée ait son droit à l'alimentation qui soit assuré, c'est très compliqué de parler de qualité, de qu'est-ce que c'est que la qualité d'une alimentation, comment on peut s'assurer qu'une personne, ça lui convienne autrement qu'en s'assurant qu'elle puisse choisir son alimentation. Et c'est pour ça qu'on va parler de démocratie alimentaire, pour mettre l'accent sur cette question du choix et de dire il faut se battre pour permettre à chacun, chacune de choisir son alimentation en connaissance de causes et de conséquences, en sachant ce qu'il y a derrière. Et ils vont dire démocratie alimentaire, attention, le choix, c'est pas juste un mécanisme individuel. Choisir son alimentation, c'est bien, mais si vous avez le choix d'acheter ce que vous voulez dans le magasin, mais que dans le magasin, il n'y a rien qui vous convient, vous n'aurez pas vraiment le choix. Et donc de dire, en fait, il faut vraiment, si on veut permettre le droit à l'alimentation, permettre à tout le monde, individuellement, d'avoir accès à une alimentation qui lui convienne et collectivement de décider de ce qui va être produit pour s'assurer que ce qu'on produit, ça puisse convenir à la population. Et donc, en ayant des entrées très différentes, là on est sur des questions de droit des producteurs et des productrices à vivre de leur métier. Là on est sur des questions de droit de tout à chacun à pouvoir manger correctement. On va converger, milieu des années 2000, avec tout ce travail qui va être fait de rapprochement entre ces deux notions de souveraineté et de démocratie alimentaire, autour de ces deux enjeux qui vont devenir fondamentaux, et vraiment l'idée de dire on ne peut plus découpler les questions agricoles des questions alimentaires, c'est les mêmes ennemis qu'on combat au milieu, c'est la même volonté de nous écraser, de nous pressuriser pour que l'alimentation coûte le moins cher possible et qu'on élimine le monde agricole. Il faut faire front ensemble et revendiquer ces deux trucs-là. Dernier petit truc avant sécurité sociale de l'alimentation, c'est qu'avant de proposer comme ça un gros projet, il y a eu l'idée de dire déjà on va essayer de voir si on ne peut pas améliorer les politiques existantes. Et notamment Réseau Civam, dans ce travail-là, avec Dominique Paturel, ils vont beaucoup travailler à essayer de voir est-ce qu'on peut faire quelque chose de la principale politique alimentaire qui existait alors, qui existe toujours, autour de ces questions-là, qui va être l'aide alimentaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Coluche, quand il crée ça, il en a rien à faire de nourrir les pauvres. Pas du tout son objectif. Lui, ce qu'il veut, c'est permettre aux gens de sortir de la pauvreté. Ça n'a rien à voir, c'est pas de les nourrir, c'est sortir de cette situation. Sauf que les gens qui vivent la précarité, là, ils ont faim, il y a l'estomac qui crie, et du coup, c'est très compliqué d'envisager le moyen terme, le long terme. Donc il se dit, faut d'abord remplir les estomacs, et puis après, on pourra passer à autre chose. Et avec d'autres, bien sûr, on va voir que il y a des restes là-bas derrière les magasins, ils disent, si on récupère ça, on met ça dans les estomacs, ça nous permet de remettre le pied à l'étrier et d'envisager de sortir de ces situations. Ça va durer 2-3 ans, et puis on va passer à autre chose. Ça va pas vraiment se passer comme ça. On a fêté les 40 ans des Restos du Cœur il n'y a pas longtemps. Et qu'est-ce que c'est devenu l'aide alimentaire? Là, c'est le moment où il faut vérifier si vous êtes bien assis. Voilà, c'est assez violent ce que je vais lire. Ça s'appelle la loi française.
le pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. Petit extrait. L'objectif du pacte est de pérenniser et d'améliorer les dispositifs de dons aux associations d'aide alimentaire qui aident à éviter le gaspillage alimentaire tout en fournissant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Vous ne pouvez plus être bénévole de la lutte contre la précarité alimentaire en France, vous êtes bénévole de la lutte contre le gaspillage, et si vous travaillez bien, si vous triez bien les poubelles de la grande distribution, peut-être que vous réussirez à nourrir des gens. Et puis surtout, c'est écrit clairement, l'objectif c'est de pérenniser tout ça. On a besoin des pauvres, sinon on va gaspiller. C'est quand même les objectifs qu'on s'est posés là. Bon, ça pose un énorme problème. L'idée de base du projet d'agriculture paysanne, c'est d'interdire la surproduction qui détruit le monde agricole. Et aujourd'hui, bien malgré elle, l'aide alimentaire, c'est devenu un mécanisme d'écoulement de la surproduction. Il y a une incompatibilité à améliorer l'aide alimentaire. Et Bénédicte Monzi, elle va aller plus loin. Elle va passer 5 ans au sein des Restos du Cœur, en tant que bénévole, en tant qu'anthropologue. Elle va écrire ce bouquin-là pour vulgariser sa thèse, La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires. Et donc elle va construire la notion de violence alimentaire pour pouvoir présenter ce qu'elle voit au sein de l'aide alimentaire. Ce n'est pas l'aide alimentaire qui est violente, mais c'est là que se cristallisent le plus les violences. Et elle va montrer comment c'est violent pour les bénévoles, qui se retrouvent avec des pressions de la grande distribution, qui se retrouvent avec pas assez pour faire face à la faim qu'ils côtoient, à distribuer des produits qu'ils vendraient pas, qu'ils n'achèteraient pas eux-mêmes. Et comment c'est violent pour toutes celles et ceux qui utilisent ces réseaux-là pour se nourrir, qui sont dans des situations de harcèlement, de contrôle, d'isolement, de frustration, de façon structurelle. Et elle dit, l'aide alimentaire aujourd'hui, c'est un mécanisme de maintien de la paix sociale. En fait, c'est les personnes qui ont le plus de raisons de se révolter, là, qui sont le plus en bas de l'échelle sociale, qu'on va maintenir dans une situation où elles ne sont pas autonomes d'un point de vue alimentaire. Et du coup, elles ont peur que si on fait un pas de côté, si elles ne plaisent plus, on leur coupe l'accès à l'aide alimentaire, à l'alimentation. Et donc, par l'aide alimentaire, ça met une vraie pression sur elles, de la peur de la faim, de dire si vous faites un pas de côté, peut-être que demain, vous, votre famille, vous aurez faim. Jean Ziegler parlait de la faim comme une arme de guerre. Pas besoin de faire de dessin avec ce qui se passe à Gaza pour comprendre ça, mais là, elle dit, aujourd'hui en France, ce qu'on vit, c'est la faim comme un outil de domination, la peur de la faim comme un outil de maintien de la paix sociale, alimenté par l'aide alimentaire, qui est là, comme une façon d'urgence de vous nourrir sans vous donner la capacité d'être autonome vis-à-vis de votre alimentation. Donc là, on va dire, en fait, c'est peut-être un peu bizarre, mais il va falloir assumer de dire, contre l'avis de 95% de la population française, il faut arrêter l'aide alimentaire. Pas là tout de suite, pas arrêter, mais vraiment, il faut viser de sortir de ce mécanisme-là et de mettre en place le droit à l'alimentation, de penser autre chose que ces béquilles-là. Voilà. Vous avez l'état des lieux de ce que j'ai entre les mains, début 2017, quand je vais proposer de travailler sur ce projet de sécurité sociale de l'alimentation. Je ne suis pas encore pendu, non plus, même si c'est pas facile de travailler sur tout ça, de travailler dans des contextes militants et autres. Et j'ai un peu d'énergie pour mobiliser les copains, avec Ingénieurs sans frontières, pour dire qu'en fait la Confédération paysanne va arrêter de travailler sur ces questions. On va me demander de reprendre mes travaux habituels. Moi là j'ai un truc dans les tripes, là tout ça ça me porte, j'ai envie d'en faire quelque chose. Et donc je vais proposer qu'on aille sur ce projet de sécurité sociale de l'alimentation. En fait, à ce moment-là, il y a 4 autres idées qui sont sur la table. Comme ça a été dit ce matin, Jean-Claude Balbot, Dominique Paturel, ils sont sur l'idée d'une gratuité de l'alimentation ou d'un service public de l'alimentation. Moi, ça ne me parle pas du tout, et au sein des Ingénieurs sans frontières, ça ne nous parle pas du tout, parce que ça veut dire que ça renvoie à l'État d'organiser ça, et puis l'idée de gratuité, ça invisibilise complètement le travail des paysans qui est derrière. Quand je dis que ça renvoie à l'État, c'est en fait, on ne sait pas qui va décider de ça dans un service public de l'alimentation, et l'État, aujourd'hui, il est partie prenante de ce complexe agro-industriel dans ses lois et ainsi de suite. Donc ça ne nous plaît pas trop. Après,
il y a des gens qui disent « Oh, il faut faire des projets alimentaires territoriaux de partout ». Bon, pourquoi pas, hein, et l'idée de démocratie, on va chercher à l'ancrer sur les territoires, mais pour nous, ça ne suffit pas du tout, vu ce qui se passe dans les projets alimentaires territoriaux, dans certains en tout cas, et surtout vu les questions d'égalité sur le territoire, hein, de redistribution, et donc de dire non, il faut coupler des travaux de démocratie locale avec un projet beaucoup plus macroéconomique pour faire en sorte que tous les territoires, hein, toutes les personnes sur les territoires soient avec la même capacité d'argent pour se nourrir. Il y a d'autres personnes qui disent non, il ne faut pas ce type de projet, il faut simplement renforcer le salaire ou les minima sociaux, hein, redonner un peu plus d'argent aux personnes pour se nourrir. Ça ne nous parle pas du tout non plus parce que ça traite peut-être la question de l'accès, mais ça ne traite pas du tout la question de qu'est-ce qu'on mange. Hein. Et c'est pas parce qu'on a plus d'argent demain qu'on va pouvoir combattre la capacité de prédation de l'agro-industrie à s'accaparer les terres. Et on le voit, hein, par exemple, dans le Jura, avec le comté qui est hyper bien rémunéré, ainsi de suite, mais du coup, tous les terrains sont occupés par le comté parce que les fermes qui font du comté ont vachement plus d'argent que les autres, et donc c'est très difficile de développer d'autres productions. Et donc, dire, non, il faut absolument des mécanismes collectifs pour réguler hein, et pour orienter tout ça. Et puis après, il y a aussi Bernard Friot qui va nous stimuler intellectuellement et qui parle de salaire à vie. Moi, j'avais animé toute une réflexion au sein de la Confédération paysanne sur la question du salaire à vie en agriculture, et il y avait un vrai refus du monde agricole vis-à-vis de cette question-là, et de dire tiens, on pourrait peut-être réduire ça et commencer à parler non pas de salaire à vie paysan, mais de sécurité sociale sectorielle, pour commencer à proposer cette idée de changement de statut pour la production agricole. On n'est plus des indépendants, mais on va devenir conventionnés, et ainsi de suite, et on pourra peut-être proposer aux paysans, non pas de devenir forcément fonctionnaires ou autres, mais à minima comme des médecins, des indépendants conventionnés, où c'est avec la société qu'on discute. Et donc il y a aussi l'idée d'assouplir. À l'époque, Réseau salarial, Bernard Friot ne parle pas de sécurité sociale sectorielle comme ça. Et donc il y a cette idée-là, il y a ces projets-là en place et qui donnent envie de faire autre chose. Et grâce notamment aussi aux travaux, au film La Sociale de Gilles Perret, on se rend compte que ces deux objectifs-là, s'ils paraissent utopistes, parce que jamais réalisés, hein, si on remplace les A qui sont là par des S sur les questions de santé, ça a déjà été fait. Hein. On a déjà, entre 46 et 67, dans la sécurité sociale de santé, été capable de mettre en place un système où toute une partie de l'économie est gérée démocratiquement par et pour les travailleurs, avec l'accès de tous assuré à ce système-là. En 20 ans, on va passer d'un système où on a quelques cliniques pour les plus riches et tout un tas de mouroirs pour les plus pauvres, à la construction d'un système de soins, d'hôpitaux, de maternité capable de soigner l'ensemble de la population, d'augmenter de 15 ans l'espérance de vie en France, construire un système qui sera encore vu en 2000 par le système de santé le plus efficace au monde, par le Fonds monétaire international, même si ça va pas mal se dégrader par la suite. Et notamment, la suite, c'est que l'État reprend la main là-dessus. Et donc, c'est la fin de l'asocial, ce moment où c'est nous qui décidons de comment on se soigne, et c'est l'État social qui reprend la main, l'État qui maintient la paix sociale en mettant des politiques un peu sociales. Grâce à ces travaux de Bernard Friot, de Gilles Perret, on va essayer de proposer donc ce projet de sécurité sociale de l'alimentation pour proposer une piste de comment on pourrait instituer tout ça et stimuler le débat autour de toutes ces questions. Là, je vous ai remis les 3 grands objectifs globaux, hein. Droit du vivant, droit des producteurs, des productrices, droit à l'alimentation. Et on va se baser notamment sur les travaux de Michel Étiévant. Michel Étiévant, c'est le biographe d'Ambroise Croizat. Ambroise Croizat, on est dans la salle qui porte son nom. Ambroise Croizat, le ministre communiste, qui va lancer la sécurité sociale, quasiment tout seul, avec un haut fonctionnaire, Pierre Larocque, mais surtout avec l'aide de la CGT un peu partout en France pour construire tout ça. Et Michel Étiévant, il analyse sa pensée et il dit en fait il y a 3 axes fondamentaux dans la pensée de Croizat quand il crée ça. Son objectif à Croizat, c'est de donner le pouvoir économique au peuple. Voilà. Faire en sorte que les moyens de production soient au service des besoins de la population et pas au service du profit de ceux qui les possèdent. Et Michel Étiévant, il analyse sa pensée, il dit il y a 3 axes
dans la pensée de Croizat. Premier, l'universalité. L'idée, c'est de dire, surtout, on ne fait pas une politique pour les pauvres. Une politique pour les pauvres est une pauvre politique, hein, va dire le Secours catholique. Il y a des politologues, eux, ils disent, une politique de don est toujours au service du donateur. Voilà. On ne fait pas ça. On ne sépare pas la société entre ceux qui sont généreux et qui donnent et ceux qui sont assistés et qui reçoivent. On fait un truc qui est pour tout le monde. Et nous, on est parti sur ce principe-là, de dire personne ne se sent assisté, personne ne se sent être un rebut de la société quand il utilise sa carte vitale pour payer le médecin ou pour payer la pharmacie. Pourquoi ? Parce que tout le monde en a une. Quand je dis tout le monde en a une, je laisse de côté la question de l'accès aux soins qu'il faut régler. Et donc, on est parti là-dessus en disant on pourrait, par exemple, proposer de créditer 150 € par mois et par personne sur la carte vitale pour l'accès à des denrées alimentaires et uniquement des denrées alimentaires. C'est l'idée d'empêcher une augmentation des loyers ou autres, de venir grignoter sur ce budget pour assurer un budget pour tous et toutes, pour assurer les capacités de vivre de sa production pour le monde de la production agricole alimentaire. Pourquoi 150 € par mois ? Parce que quand on construit ça, entre 2017 et 2019, c'est le chiffre sur lequel sont arrivées les organisations qui ont arrêté l'aide alimentaire, parce que beaucoup trop violent, et qui sont passées sur du chèque alimentaire, sur donner les moyens aux personnes qu'elles accompagnent d'acheter à manger. Et elles sont passées sur 5 € par jour, 150 € par mois. Et donc on va reprendre ce chiffre-là en disant c'est le minimum, on ne peut pas penser en dessous, pour commencer à parler de droit à l'alimentation. Deuxième pilier dans la réflexion d'Ambroise Croizat, avec ces 150 €, on ne va pas acheter ce qu'on veut. On va acheter ce qu'on veut parmi un ensemble de produits qui auraient été conventionnés. C'est l'idée du conventionnement, c'est-à-dire on va décider collectivement dans les caisses de sécurité sociale de l'alimentation de à quoi servent, quels sont les produits qu'on peut acheter. C'est dire la démocratie, c'est un équilibre entre des décisions collectives de qu'est-ce qu'on veut et puis des choix individuels. C'est pas on uniformise, c'est pour tout le monde pareil, et c'est pas le collectif qui décide pour tout le monde. Et donc, là, l'idée, c'est de dire, voilà, dans des caisses de sécurité sociale de l'alimentation, on va tirer au sort des personnes sur les territoires qui vont élaborer des critères, des normes de c'est quoi ce qu'on veut manger, et ensuite aller conventionner les producteurs, les productrices qui correspondent à ce niveau-là d'exigence. Mais pas que. C'est là où c'est très intéressant. On va aussi aller conventionner des producteurs, des productrices qui produisent en dessous, là, mais qui sont OK sur une logique de 3-4 ans de mettre en place des transformations dans leur système de production et d'arriver à ce niveau-là. Et là, on peut envisager une transformation de notre système agricole et alimentaire, une transition agroécologique majeure. Moi, j'ai participé à l'évaluation de la politique de Stéphane Le Foll, échec, unanimité du monde agricole et de l'agroalimentaire pour dire mais si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il n'y a pas de débouché rémunérateur. On sait produire autrement, les gens attendent, essayent, mais en fait, là, il y a le bio et les circuits courts dans un petit coin, mais ça ne bouge pas. Et à côté, pour tout le reste, le marché n'en veut pas. Le marché cherche à comprimer la dépense alimentaire, et donc il n'y a pas de place pour produire mieux, pour faire mieux, et ainsi de suite. Et donc, il est absolument urgent d'arrêter de critiquer le monde agricole, qui essaye de survivre en demandant l'absence de normes, parce qu'ils sont dans des injonctions contradictoires entre un prix du marché extrêmement bas et des normes nécessaires pour notre survie, et de lui tendre la main en disant maintenant vous allez devoir respecter certaines normes, par contre on va vous rémunérer correctement pour le faire. Et donc c'est l'idée du conventionnement, et c'est l'idée de cette reprise en main démocratique de tout ça, de pouvoir proposer, de produire autrement en proposant des débouchés rémunérateurs au monde agricole pour cela. Troisièmement, comment on finance le tout ? Par de la cotisation. Ambroise Croizat, il y tient beaucoup, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Ça remet de la justice sociale dans le fait que tout le monde ait 150 € par mois. Mais surtout, il y tient aussi parce qu'il y a un enjeu démocratique derrière. Qui finance, décide. Donc pour Croizat, c'est hyper important que ce ne soit pas du tout l'État qui finance, et donc qui décide, mais que ce soit bien le peuple qui finance, et donc qui puisse décider.
Et donc, l'intérêt de la cotisation, c'est que l'argent, il est pris sur la valeur ajoutée qui est produite par notre activité, et hop, on en met une partie de côté, et comme c'est nous qui produisons la valeur, c'est nous qui décidons de ce qu'on va faire et de comment on va organiser un système pour se nourrir. Alors que quand c'est des impôts ou des taxes, l'argent il vient toujours du même endroit, mais il est prélevé dans les caisses de l'État par des impôts et des taxes, et après l'État, s'il arrive à faire un budget, il va décider d'en mettre une petite partie dans les caisses de sécurité sociale. Mais du coup, qui finance décide. Et si aujourd'hui, ni vous ni moi n'avez votre mot à dire sur le conventionnement des médecins, des produits pharmaceutiques et ainsi de suite dans la sécurité sociale de santé, c'est bien parce que l'État a repris complètement la main, a diminué la part de cotisation, remplacée par des impôts et des taxes, notamment la mal nommée CSG, contribution sociale généralisée, et donc du coup va complètement tuer ce mécanisme de la sociale et faire l'État social. Pour donner un ordre de grandeur, la cotisation à 150 € par mois par personne, on est sur 120 € par an, 120 milliards d'euros par an. Compliqué, les ordres de grandeur quand on parle en milliards d'euros. 120 milliards d'euros, c'est la moitié du budget de la sécurité sociale de santé. 120 milliards d'euros, c'est un peu plus du tiers de l'ensemble de notre consommation alimentaire. C'est pas du nouvel argent qu'il faut trouver, c'est simplement une redistribution. Certains iront un peu moins au resto, mais tout le monde pourra avoir accès à une alimentation correcte, et surtout, avec ça, on se dote d'un mécanisme collectif pour pouvoir transformer la production, ce qu'on est absolument incapable de faire. Si aujourd'hui, on a le choix à peu près d'essayer d'éviter de mettre des pesticides dans son assiette, et encore, avec les contaminations croisées, il y a des études qui sortent en ce moment, c'est pas si facile que ça. On n'a pas le choix, par contre, de ne pas en mettre dans son corps quand on boit de l'eau, quand on respire de l'air, et ainsi de suite, parce qu'il y en a de partout autour de nous. Là, on peut doter d'un mécanisme pour essayer de sortir de tout ça. Voilà la proposition qu'on va faire, qu'on va mettre 2 ans à élaborer au sein d'Ingénieurs sans frontières, en discutant beaucoup avec Réseau Civlam, Jean-Claude Balbot, avec Bernard Friot. Et on va sortir ça en février 2019. Moi, à ce moment-là, je vais lancer, finir en fait cette conférence gesticulée que j'avais déjà commencé. Je voulais vraiment partager ça, avoir cet outil pour pouvoir présenter ça. Et quand je vois comment ça répond assez vite, je me dis, bon là, je quitte la Confédération paysanne et je me donne 1 an pour jouer ma conf un peu de partout, je me mets au chômage et en même temps récupérer un peu les retours sur toutes ces questions. Passer 1 an à faire cette conférence gesticulée, ça n'a pas marché. 6 ans après, je suis toujours là. Je suis devenu intermittent avec ça parce qu'on m'a demandé de plus en plus et ainsi de suite. Je ne peux pas du tout une seule seconde faire ça. J'en suis à un peu plus de 350 représentations aujourd'hui. Et je ne vais pas non plus passer 1 an à animer, mais 2 ans en fait, à travailler à fond pour construire tout un collectif autour de cette question. L'idée, c'est vraiment d'essayer de porter et de travailler ensemble tout ça, construire un socle commun pendant 2 ans, animé à une dizaine d'organisations, une page sur laquelle chaque mot a été discuté pendant des heures pour se mettre d'accord sur c'est quoi ce qu'on porte ensemble. Globalement, ce que je vous ai présenté là, ça va mettre du temps avec toutes ces orgas que vous connaissez. Faire un site internet, faire une petite BD, encore des patates, c'est un peu la même chose que cette conférence gesticulée pour présenter un peu le projet, bref, pour donner les outils, pour permettre de s'approprier la réflexion, pas du tout pour dire la sécurité sociale de l'alimentation, c'est le projet qui va tout changer, on ne sait pas si on a la bonne idée ou pas, mais simplement pour dire, voilà, là où elle est la barre, et là on pense qu'on a une piste, quoi. Est-ce qu'elle fonctionne, on ne sait pas, mais on teste, on va avancer, on va essayer, peut-être qu'en avançant on va bouger un peu, on va arriver là, mais il va falloir arriver là, à revendiquer qu'aujourd'hui on veut décider de notre agriculture, de notre alimentation. Et si je continue, si je suis encore là 6 ans après, c'est parce que ça produit quelque chose. Et ça a produit notamment un truc qui va complètement me dépasser, c'est à la sortie du premier confinement, là où on va commencer à être vraiment visible, en ayant fait notre première tribune collective pour présenter tout ça, des gens qui vont nous dire « Ok, nous on trouve ça hyper intéressant là, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire sur les territoires pour aller vers ça ?» Aucune idée. Moi, je vais me contenter de prendre les mails de celles et ceux qui sont intéressés et de construire une mailing list pour
lancer ce qui va devenir aujourd'hui, pour permettre d'échanger, de mutualiser les réflexions et lancer ce qui va devenir aujourd'hui un réseau d'initiatives en France qui, au départ, cherchent à bidouiller, à faire des trucs et puis de plus en plus montent des caisses un peu partout sur le territoire de sécurité sociale de l'alimentation. Et ça prend, ça porte aussi, ça vulgarise et ça fait avancer le projet dans sa médiatisation, dans son côté sérieux, dans l'implication des institutions locales, que ce soit les mairies, les métropoles, les départements, les régions, mais aussi des CAF, des agences de l'eau, l'ADEME, des caisses de sécurité sociale, des MSA, qui s'intéressent, qui expérimentent aussi, ainsi de suite. Bref, il y a tout un projet qui monte, qui avance grâce à ça. Et ça fait plaisir de suivre et d'avancer ça. Pour finir sur ces questions et passer peut-être aux échanges si vous en avez, qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là? Cette fonction politique de l'alimentation, ce pouvoir de structurer la société par l'organisation de notre système agricole et alimentaire, j'ai longtemps eu envie de le déchirer, de le défoncer. Je crois que ce ne sera pas possible. Et je pense que la seule chose qu'il faut faire de ça, c'est d'en faire un droit, de partager ce truc-là, d'en faire un droit à tout à chacun, d'avoir accès à la table, d'avoir accès à l'alimentation, de plus pouvoir jouer sur la faim comme une arme de guerre ou un outil de domination sociale, de permettre à tout à chacun de se mettre autour de la table, de mettre ce qu'il veut dans son assiette, parce que c'est pas là que ça se joue. Et par contre, de permettre à chacun, avec les autres autour de la table, de décider de ce qui va être produit, de reprendre la main sur notre système de production, parce que c'est là que ça se joue, de pouvoir décider de comment on va se nourrir. Comme ils disent dans le spectacle, on compte sur vous. Ça va? Ouais, je sais pas si ça se prête vraiment à des échanges, des questions. S'il y en a qui ont quelques questions, s'il y en a qui ont faim aussi, bonne soirée, peut-être à demain. Juste pour un petit sondage, qui était là aujourd'hui ou qui vient demain dans la salle? C'est une majorité quand même, c'est pas beaucoup de gens. Bref, s'il y en a qui ont des questions ou autres, on peut discuter un moment. Ouais. Je suis aussi dans une asso de... Tout le monde m'entend? Oui. Pardon. J'avais une question inflation, parce que je suis aussi membre d'une asso SSA, c'est la Marmite Rouge. Et ça fait un petit moment qu'on est à 150 € par mois par personne. On n'a pas encore réussi à imposer la SSA partout, mais est-ce qu'il n'est pas déjà temps de remonter le montant, je ne sais pas, à 200, 250, d'être plus conquérant aussi sur le montant? Ouais. Vous n'avez pas compris la question? Ouais, est-ce que, vu l'inflation depuis ce chiffre qu'on a sorti en 2018-2019, il n'est pas temps de monter ça à 200 et plus? Ça, c'est vraiment une question, pour moi, qui est d'ordre avant tout communicationnel, quoi. Il n'y a pas vraiment d'enjeu aujourd'hui, là où on en est. Pour moi, l'enjeu aujourd'hui, dans le portage et dans l'avènement d'une SSA, il est de construire et, si possible, structurer une revendication pour le droit à l'alimentation. Et il y a eu des débats internes de gens qui disaient non, il faut surtout pas dire 150, il faut mettre 20 ou 30 parce qu'on n'aura pas la production en face. Et je suis toujours battu pour dire non, il faut mettre 150 minimum, et si on n'a pas la production en face, ça va nous permettre de générer un volume qui, parce qu'on est capable de payer, va nous permettre de lever ce levier du blocage de la transition agroécologique qu'on retrouve dans l'agriculture comme dans la transformation agroalimentaire,
et qu'on va très vite pouvoir avoir cette production en face. Et donc de garder un levier important. Maintenant, est-ce que l'inflation des produits agricoles alimentaires, elle permet, elle nécessite il suffit de rajouter, je veux dire, une astérix, parce que quand je dis 150, de toute façon, on avait déjà réfléchi dès le départ à dire on peut éventuellement le bouger en fonction des âges de la vie. Un bébé, ça coûte cher, un enfant, ça coûte un peu moins cher, un ado, ça coûte plus cher, et ainsi de suite. Donc, c'est chose qu'on peut moduler. On peut le moduler en fonction des territoires. Dans les dom-toms, c'est beaucoup plus que ça qu'il faut, et ainsi de suite. Et bien sûr, le moduler en fonction de l'inflation, en se basant sur la base de 2009, c'est déjà des choses dont on a parlé. Simplement, moi, je préfère ne pas rentrer dans tous ces détails pour donner des informations claires et correctes. Et après, c'est des questions techniques facilement discutables et mettant sur la... Après, le diable se cache dans les détails. Hein, il faudra être actif sur cette question, bien sûr. Mais voilà, c'est une vigilance à avoir, mais où je ne m'embête pas vraiment avec ça. Finalement, que si... Nous l'idée aussi, c'est de dire c'est basé, c'est indexé sur l'inflation inhérente au choix de conventionnement. C'est-à-dire que ça, ces 150 €, c'est basé sur le prix d'une alimentation, on va dire, conventionnelle. Et donc nous, c'est de dire, attention, suivant les critères de conventionnement qu'on met en place, si on se met à rémunérer un peu correctement le monde agricole, par exemple, la Conf, dans son projet d'agriculture paysanne, elle dit une rémunération correcte pour le monde agricole, c'est 2 SMIC. Ça veut dire que les produits vont être plus chers. Si on se met à se passer, pesticides, ainsi de suite, les produits vont être plus chers. Et donc nous, de dire, ça doit être aussi basé sur cette inflation-là. Et là, on sait que le chiffre, c'est plus 5 € par jour, c'est 7 € par jour. Et donc, on passe à peu près à 220 € par mois tout de suite, si on passe en gros sur des produits bio à peu près rémunérateurs du monde agricole. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on garde, moi je voudrais garder sous la main. Ok, merci beaucoup, c'était très clair et très, très instructif ce soir. Merci, je crois que j'ai jamais été aussi attentive. Ce qu'on planifierait de faire aux fermes pour bien qu'il n'y ait pas justement de surproduction, est-ce que le mot planifier convient? Complètement. Je ne l'ai pas dit, des fois je le dis, mais aujourd'hui, le seul moyen, la seule politique efficace de lutte contre le gaspillage alimentaire, ça s'appelle la planification de la production agricole et alimentaire. Point. Je vois déjà une table immense. Je ne me rappelle plus à quelle occasion on avait suivi une espèce de ligne sur toute la France, une espèce de diagonale, où on avait mis une grande table. Je ne sais plus à quelle occasion, je crois que c'était l'an 2000, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Là, pour le coup, il faudrait la faire et la faire déborder aux autres pays, quoi, partout, dans tous les sens, comme un réseau de tables qui répondrait au réseau de Musk. Oui, il y a une initiative comme ça de faire des grands banquets. Et je pense que ça peut être un vrai outil au passage que l'extrême droite utilise en ce moment avec du vin rouge et de la cochonaille. Mais ouais, de faire des banquets dans les villes pour créer des événements où on mange ensemble et où on parle ensemble et ainsi de suite. Je tiens, monsieur, à vous remercier parce que j'ai pas été régulière ces dernières années à suivre le travail, vos travaux, à vous tous autour de ce sujet. Et ça m'est revenu en boomerang en voyant ma petite fille démarrer ses études universitaires en étant tous les soirs au Resto du Cœur. Et j'avais pas bien compris. Et là, vous m'éclairez complètement et je vous remercie vraiment beaucoup. Merci.
Bon, Mathieu, merci. C'était la 3e fois que je voyais cette conférence, mais elle a évolué. Hein. Merci, merci. En tout cas, c'est celle qui nous a permis de démarrer notre caisse sur Joigny, comme quand tu es venu, dans les états généraux des agricultures alternatives. Donc, merci beaucoup. Et après, moi, sur le montant, moi, je pense plus, c'est sur la démarche. Chez nous, on était à 50, là, on va passer à 65. Mais c'est plus la démarche militante et démocratique. Après, effectivement, l'objectif de 210, il est... Mais là, en ce moment, dans l'expérimentation, je suis plus sur ça. Oui, dans les expérimentations, on n'est souvent pas sur ce montant-là, hein, et on fait ce qu'on peut et on avance, bien sûr. On arrête là, c'est ça? Hop. Ok, merci à toutes et à tous, à demain.